Ça fait 6 jours que vous attendez cette suite. Et bien, la voici, la troisième partie de Bullet Train de Kotaro Isaka. Et aujourd'hui va être la plus longue de mes vidéos, même s'il y en a une qui est quasiment aussi longue, puisque là, on va lire 59 pages. Il y en a une autre fois, ça va être 58. Mais quand même, 59, c'est pas mal long, donc préparez-vous. Moi, je dirais à peu près 1h30. Okay? Donc, aujourd'hui, il y a Le Prince 2, Kimura 3. On va enfin lire Le Liseron, Les Agrumes 4 et Coccinelle 4. Donc là, aujourd'hui, on a un de chaque. Le nouveau compris. Donc, on s'est quitté sur Coccinelle 3, et bien là, c'est Le Prince 2. Donc, on va être de retour avec le Prince et Kimura. C'est parti. Le Prince 3. Hé, monsieur Kimura, dit le prince sur un ton de conspirateur. Les choses semblent être sur le point de devenir un peu plus intéressantes. Intéressante, mon œil. Depuis un moment, Kimura se sent un tantinet plus téméraire. Il lève ses mains liées au niveau de son visage et se gratte le nez du bout du pouce. Dis-moi en plus, tu as une révélation divine? Tu t'es rendu compte que tu étais un pécheur et que tu brûlerais dans les flammes de l'enfer après ta mort? Tu parles d'un voyage riche en émotions, tout ça pour aller jusqu'aux chiottes? En fait, il y a des toilettes juste à côté de notre wagon. Mais je suis parti dans la mauvaise direction. Alors j'ai dû passer par le wagon 6 pour me rendre à celles qui sont situées entre la 5 et la 6 et la 5. Tu veux dire que même son Altesse princière fait des erreurs? Mais les choses finissent toujours par tourner à ma faveur, tant que le prince. Et alors que les mots sortent de sa bouche, il se demande pourquoi tel est le cas. Même si je me trompe, cela finit toujours par être bénéfique. En l'occurrence, il s'avère que j'ai eu raison de me diriger vers des toilettes plus éloignées. Avant de les atteindre, j'ai remarqué 2 hommes sur la passerelle. Je ne leur ai pas prêté attention sur le moment, mais quand je suis sorti, ils étaient toujours là. L'un des deux soutenait l'autre dans ses bras. Coccinelle le loup. Une personne qu'un ami soutient est généralement ivre-morte. S'exclame Kimura. Exactement. C'est aussi ce que le type qui tenait l'autre me racontait. Ce gars a trop bu, a-t-il dit. Mais ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Comment ça? Il ne bougeait pas, mais il ne sentait pas l'alcool. Et surtout, l'angle de sa tête ne semblait pas normal. L'angle de sa tête? Le gars avec les lunettes noires faisait de son mieux pour le cacher, mais je suis presque sûr que l'autre avait le cou brisé. D'accord, dit Kimura en soupirant ostensiblement. Tu sais quand même qu'il n'y a aucune chance pour que ce soit le cas. Et pourquoi pas? Demande le prince, le regard perdu au-delà de Kimura pour mieux réfléchir sur son prochain coup. Parce que si quelqu'un était mort à l'heure qu'il est, cela aurait causé un sacré ramdam. Ramdam. Le type ne voulait pas d'histoire, alors il a inventé toutes sortes d'excuses. Il m'a menti en me regardant droit dans les yeux. Le prince se remémore l'homme aux lunettes noires. Il avait l'air plutôt sympa, mais il avait paru déconcerté lorsque le prince lui avait proposé de l'aider à porter l'homme prétendument ivre jusqu'à son siège. Il était évident qu'il s'efforçait de conserver son calme, mais qu'au fond, il était dans une panique totale. Le prince s'est senti presque désolé pour lui. Et ce type transportait une valise. Et donc, tu penses qu'il va planquer le corps dans la valise? Demande Kimura sur un ton désinvolte. Oh, ça aurait été une idée astucieuse, sauf que c'est impossible. Le gars qu'il tenait dans ses bras était plutôt petit, mais pas au point de rentrer dedans. Eh bien, va cafeter au contrôleur du train. Dis-leur qu'il y a un passager à bord avec le cou brisé et demande-leur si ça donne lieu à des tarifs préférentiels sur les billets. Non merci, répond sèchement le prince. Si je faisais ça, ils arrêteraient le train et... s'interrompt-il. Ce serait barbant. Oh non, nous ne voudrions certainement pas que Sa Majesté s'ennuie. Il y a autre chose, ajoute le prince en souriant. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à cette histoire, alors j'ai fait demi-tour. Et quand je me suis retrouvé dans la voiture 6, j'ai vu un autre type qui était à la recherche de cette même valise. Et alors, il fouillait l'allée, les sièges, il cherchait quelque chose. C'est pas le gars avec les lunettes noires et son ami qui en tenait une bonne? Non, celui-là est un grand et mince, un regard de forcené, assez grossier. Il n'avait pas précisément l'air d'un bon citoyen. Et puis, il a demandé à l'un des passagers ce qu'il y avait dans son sac. C'est quand même bizarre, non? Il semblait désespéré et il était assez facile de comprendre qu'il cherchait un bagage. Kimura Boy à s'en décrocher la mâchoire. Lui aussi est désespéré, le pauvre vieux, pense le prince.
incapable de comprendre où son ravisseur va en venir. Incertain des raisons pour lesquelles il lui parle de cela, Kimura s'inquiète pour son avenir, mais ne souhaitant pas que son adversaire, beaucoup plus jeune que lui, prenne conscience de son anxiété, il simule un bâillement pour cacher ses craintes. C'est limpide. Encore un petit instant. Kimura ne tardera pas à accepter son impuissance et la fatalité de la situation. Juste un tout petit instant. Les gens ont toujours besoin de trouver le moyen de se justifier. On ne peut pas vivre sans se laisser l'espoir d'avoir raison, d'être fort, d'avoir de la valeur. Ainsi, lorsque nos paroles et nos actes s'écartent de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, nous cherchons des excuses afin de surmonter ces contradictions. Les parents maltraitants, les membres du clergé suspectés de liaisons illicites, les hommes politiques tombés en disgrâce, tous, sans exception, s'inventent des excuses. Il en va de même quand on est soumis à la volonté d'autrui. On se cherche des justifications pour ne pas avoir à reconnaître notre impuissance, notre faiblesse abjecte. On se dit, cette personne doit être vraiment remarquable pour me dominer de cette façon. Ou bien, dans ma situation, personne ne ferait mieux que moi. Cela procure une petite satisfaction. Plus on a d'assurance et de l'estime de soi, plus on a besoin de se raconter ce genre de choses. Et une fois que c'est fait, les relations de pouvoir deviennent immuables. Il vous suffit alors de dire 2 ou 3 choses qui flattent l'ego de votre victime pour qu'elle fasse tout ce que vous lui ordonnerez. Le prince a tenté l'expérience de nombreuses fois avec ses camarades de classe, mais je constate que ça marche aussi bien sur les adultes que sur les enfants. En résumé, un homme cherche une valise et l'autre lance sa possession. Alors tu devrais lui dire, c'est un type à lunettes noires qui vous a pris votre valise. Le prince jette un coup d'œil à la porte de la cabine. En fait, je lui ai menti. L'homme aux lunettes noires et la valise sont derrière nous, vers la tête du train. Et j'ai raconté à l'autre gars qu'il était parti dans la direction opposée. Dans quel but? C'est juste une intuition, mais je ferai que la valise a une grande valeur. Si un mec remue ciel et terre pour la retrouver, elle doit valoir quelque chose. Pourtant, une idée lui vient à l'esprit. Si l'homme qui cherche la valise arrivait dans cette direction, comment se fait-il qu'il ne soit pas tombé sur le type aux lunettes noires? Ce n'est pas le genre de bagage qu'on peut plier en 4 et cacher quelque part, donc s'il s'était croisé, le dur à cuire aurait dû la découvrir. Inutile, impossible autrement. À moins que l'homme aux lunettes noires ne se soit réfugié aux toilettes avec la valise. Je pense que ça remonte au C1, explique le prince à Kimura avec un sourire si large que ses joues se plissent. Chaque fois qu'il fait ça, les adultes font l'erreur de le prendre pour un enfant innocent, totalement inoffensif. Ils baissent la garde, ils comptent là-dessus. Et comme de juste, le visage de Kimura semble s'adoucir un peu. Les cartes de robots étaient très populaires à l'époque et tous mes camarades de classe les collectionnaient. On pouvait acheter des paquets au supermarché pour 100 yens, mais je ne voyais pas pourquoi tout le monde était si excité. Mon Wataru ne peut pas acheter des cartes, alors il les décide lui-même. C'est mignon, hein? Pas vraiment. Inutile de mentir, mais je peux le comprendre. Plutôt que d'acheter une carte banale conçue par un autre pour des raisons commerciales, il semble beaucoup plus intéressant de fabriquer la scène gratuitement. Votre enfant est-il bon en dessin? Pas du tout. Il est adorable. Il ne sait pas dessiner. C'est naze. Kimura regarde dans le vide pendant une seconde, puis se sent pris d'un accès de colère différé. Cette insulte proférée à l'encontre de son fils a parfaitement rempli son office. Le prince choisit toujours ses paroles avec soin. Qu'il s'agisse de mots violents ou désinvoltes, il ne les prononce jamais sans réfléchir à l'effet qu'ils produiront. Il sait pertinemment qu'avec ses amis, l'emploi d'expressions désobligeantes comme nul, minable, ringard établit un rapport de force. Même s'il n'a aucune raison de le faire, cela produit toujours un effet. Proférer des insultes larvées telles que ton père est un tocard ou t'as des goûts de chiottes permet tout simplement de piétiner les valeurs fondamentales d'une personne et c'est une arme redoutable. Rares sont ceux dont les valeurs intimes et la confiance en eux sont assez solides. Sans compter que les jeunes, particulièrement sensibles à leur environnement, sont en constante évolution. C'est pour cette raison que le prince assoit souvent ses propres certitudes à l'aide de mots pleins de dérision ou de mépris envers ses camarades. C'est ainsi que son opinion prend valeur de vérité universelle, ce qui déploie son ascendant sur les autres. Les gens pensent qu'il a vraiment sa façon, lui, de voir le monde, qu'il sait de quoi il parle. Et le plus beau, c'est qu'il obtient ce genre de statut sans même avoir à le demander. Si dans un groupe, vous êtes celui qui établit le système de valeurs, le reste coule de source. Dans le cercle d'amis du prince, il n'y a pas de règlement précis comme au football ou au baseball. Et pourtant, tous suivent les ordres comme s'il était l'arbitre.
Un jour, j'ai trouvé un paquet de cartes dans le parking d'un magasin. Il n'était pas ouvert. Il avait dû tomber lors d'une livraison. Il s'est avéré qu'il y avait une carte vraiment rare à l'intérieur. Coup de bol? Exactement. C'était un coup de chance pour moi. Quand j'ai apporté la carte à l'école, tous ces jeunes passionnés se sont enthousiasmés. Je peux l'avoir, m'ont-ils supplié. J'en avais pas besoin, j'allais me contenter de la donner à quelqu'un, mais ils étaient trop nombreux à la réclamer, je ne savais pas qui choisir. Soudain, sans rien calculer, je me suis dit qu'il était impossible de l'offrir pour rien. Et que s'est-il passé d'après vous? Quoi? Tu l'as vendu au plus offrant? Vous êtes si simple d'esprit, monsieur Kimura. C'est mignon. Ces mots sont choisis intentionnellement. Aucune importance que ce que dit Kimura soit mignon ou pas. Ce qui importe, c'est le jugement de valeur que le prince vient de porter et l'impression qu'il donne à Kimura d'être traité comme un enfant. À présent, ce dernier va se demander ce qu'il y a d'enfantin en lui et si ses pensées sont puériles. Bien sûr, il n'y a aucun moyen de répondre à cette question, car rien de ce qu'il a dit n'était vraiment mignon. Alors il va commencer à croire que le prince connaît la réponse et se montrer réceptif à son système de valeurs. De toute façon, il semblait inévitable qu'une vente aux enchères ait lieu. Les gamins ont commencé à me donner leur prix, mais soudain l'un d'eux m'a proposé de me donner autre chose que de l'argent. Je ferai ce que tu me demandes. C'est cela que la situation a changé. Ce gamin a dû penser que ce serait plus facile de me rendre un service que de payer. Il n'en avait probablement pas les moyens. Alors tous les autres ont commencé à dire la même chose. Je ferai tout ce que tu veux. C'est ainsi que j'ai compris que je pouvais mettre les circonstances à profit pour prendre le contrôle de la classe. Et je parie que tu ne t'es pas gêné. Pour faire en sorte que les gens entrent en compétition les uns avec les autres, il faut qu'ils se méfient les uns des autres. C'est donc à ce moment-là que Sa Majesté princière s'est persuadée qu'elle était super géniale. C'est là que je me suis rendu compte que les gens désiraient des choses et que je pourrais profiter d'eux si je possédais ce qui leur faisait envie. Tu devais te sentir tellement fier de toi. Pas du tout. Simplement, j'ai commencé à voir à quel point je pouvais affecter la vie des autres. Comme je l'ai déjà dit, c'est le principe de l'effet de levier. En tirant juste un peu, je peux rendre quelqu'un dépressif ou ruiner sa vie avec un minimum d'effort. C'est assez incroyable. Je suis incapable d'éprouver la moindre sympathie pour toi. Et donc, ça t'a conduit à commencer à tuer des gens? Même si je ne tue personne directement. D'accord. Disons que ça fonctionne comme ça. Je suis presque guéri d'un rhume, mais je tousse encore. Je croise une mère dans la rue avec son bébé dans une poussette. Quand la mère tourne la tête pour regarder ailleurs, je me penche et je tousse à la figure du bébé. Ça ne risque pas de provoquer un gros drame. Mais si le bébé n'a pas encore été vacciné, il peut attraper une maladie grave. Ma Titou peut foutre en l'air son existence et celle de ses parents. Tu as vraiment fait ça? Qui sait? Autre cas de figure. Je rentre dans un salon funéraire et je tombe sur la famille du défunt au moment où on transporte les cendres de leurs proches. Imagine une seconde que je trébuche. Les cendres se répandent partout. Un sacré bazar. Une autre petite action toute simple, mais qui laissera une trace indélébile dans les mémoires. Personne ne veut croire que les enfants ont une méchanceté innée. Donc personne ne se montre trop sévère à mon égard. Et puis je suis trop jeune pour être sanctionné par la loi. Donc la famille qui fait tomber les cendres d'un être cher est encore plus attristée et frustrée. Tu as fait ça? Je reviens tout de suite, dit le prince en se levant. Où tu vas? Je veux voir si je peux trouver la valise. Il traverse la voiture 6 en direction de la queue du train, tout en jetant des coups d'œil autour de lui. L'homme aux lunettes noires n'est nulle part. Sur le porte-bagages, il voit de grands sacs à dos, des sacs en papier et de petites valises. Aucune n'est de la même forme ni de la même couleur que celle qu'il a vue tout à l'heure. Il est presque certain que l'homme aux lunettes noires n'est pas plus loin, vers l'avant que la voiture 7, où Kimura et lui sont assis. Il a fait le guet et ne l'a pas vu passer. Il doit se trouver vers l'arrière, quelque part entre les voitures 5 et 1. L'histoire de la voiture 6 laisse prendre ébullition. Personne en vue sur la passerelle. 2 toilettes. Les plus proches sont fermées. Quelqu'un doit être en train d'utiliser le lavabo car le rideau est tiré. L'homme aux lunettes noires pourrait se cacher là avec la valise jusqu'à l'arrivée en gare de Mia. Ce ne serait pas une mauvaise idée, même si quelqu'un pourrait s'en plaindre. Mais le train n'étant pas bondé, cela ne devrait pas prendre de proportions démesurées. Le prince décide d'attendre un moment pour voir. Si la personne qui est à l'intérieur ne sort pas bientôt, il pourrait demander au personnel d'ouvrir la porte. Il se contenterait de jouer son numéro de bon élève, dégoulinant de bonne volonté et de respect pour le règlement. « Excusez-moi, les toilettes sont occupées depuis quelque temps. Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? » Le contrôleur du train ne réfléchirait pas 2 fois pour ouvrir la porte. Alors qu'il médite, le rideau dissimulant le lavabo s'ouvre brusquement, provoquant sa surprise. Une femme sort, le regard avec un air doux, et s'excuse. Le prince manque
manque s'excuser à tour par réflexe, mais se retient de justesse. Les excuses vous obligent et instaurent une hiérarchie. C'est pourquoi il n'en fait jamais, excepté s'il est contraint. Il regarde la femme s'éloigner, taille et corpulence moyenne, vêtue d'une veste et d'une robe. Il semble avoir une vingtaine d'années et lui rappelle son professeur principal de sixième année. Il lui rappelle de sixième année, pardon. Elle se nommait Sakura, ou Sato, je ne me souviens plus. Bien sûr, il connaissait son nom à l'époque, mais une fois qu'il eut son diplôme, il n'a plus ressenti le besoin de retenir et l'a oublié. Les professeurs principaux ne sont que des fonctions. C'est comme les joueurs de baseball, ils ne prennent pas la peine d'apprendre leur nom de leur adversaire dans l'équipe adverse. Ils les désignent par leur position. Au collège, il avait sa petite théorie sur la question. Selon lui, le nom et la personnalité du professeur principal n'avaient pas la moindre importance. Leurs convictions et leurs objectifs étaient tous les mêmes. En termes de personnalité et d'esprit, il n'existait en fin de compte qu'une poignée de modèles. Tous les professeurs cherchaient des moyens de se ranger du côté des élèves. Autant faire un tableur. Si les élèves font ceci, eux réagissent comme ça. Et si les élèves procèdent comme ça, eux réagiront ainsi. De vrais engins mécaniques. Or, une machine n'avait pas besoin de nom propre. Lorsqu'il tenait ce genre de propos, la plupart de ses camarades de classe le fixaient avec étonnement. Au mieux, ils étaient d'accord avec lui. Peut-être qu'ils auraient dû demander au prince s'ils n'étaient pas eux aussi que du matos à ses yeux, ou au moins se poser la question, mais personne n'en avait jamais pensé. Sa professeur principal de sixième année avait toujours été persuadé qu'il était un garçon intelligent et qu'il l'aiderait à combler le fossé entre enseignant et élève. Une fois, il lui avait même dit avec gratitude « Sans toi, Satoshi, je n'aurais jamais su qu'il y avait du harcèlement dans la classe. » Il s'était senti désolé pour elle, qui le prenait pour son innocent petit allié. Un jour, il lui avait laissé entendre qu'il se trompait sur son compte. C'était dans le cadre d'une fiche de lecture sur un ouvrage qui parlait du génocide rwandais. Hasard fait que je suis rendu là dans mon cours d'histoire. Le prince préférait les livres d'histoire et de géopolitique aux romans. Ses professeurs avaient été surpris par son choix. Il n'était encore qu'à l'école primaire et se disait impressionné par sa grande précocité. Or, s'il n'avait une chose pour laquelle il était particulièrement doué, c'était la lecture. Il lisait un livre, en assimilant le contenu, son vocabulaire s'améliorait, ses connaissances se développaient, puis il passait à un ouvrage plus difficile. La lecture l'aidait à mettre des mots sur les émotions humaines et les concepts abstraits, tout en le faisant réfléchir objectivement sur des sujets complexes. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour permettre à une personne d'exprimer ses craintes, ses angoisses et ses frustrations, l'emmener à se sentir redevable tout en comptant sur lui. Le génocide rwandais lui avait appris toutes sortes de choses. Au Rwanda, il y avait deux groupes ethniques, les Hutus et les Tutsis. Physiquement, ils se ressemblaient beaucoup et les mariages entre personnes des deux groupes étaient monnaie courante. Ainsi, la distinction entre les Hutus et les Tutsis était totalement artificielle. Je savais pas qu'en lisant ça, j'allais le pratiquer sur mon examen de demain. Hein. J'ai un examen sur ça demain, justement. T'sais. En 1994, lorsque l'avion du président rwandais avait été abattu, les Hutus avaient commencé leur génocide des Tutsis. Au cours des 100 jours qui avaient suivi, quelques 800 000 personnes avaient été massacrées, la plupart aux mains de leurs voisins et amis armés de hachettes qu'ils avaient côtoyés pendant des années. On estimait à 8 000 le nombre de victimes tuées par jour, soit 5 ou 6 par minute. Ce massacre effréné d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, n'était pas un événement ancien, coupé de la réalité. Au contraire, il s'était produit moins de 20 ans auparavant, et c'est ce qui fascinait le plus le prince. J'ai eu du mal à croire que quelque chose d'aussi horrible ait pu arriver, avait-il écrit dans sa fiche de lecture. Et je me suis dit que nous ne pourrions jamais oublier cette tragédie. Il ne s'agit pas seulement d'un événement qui s'est produit dans un pays lointain. En fait, il m'a permis de comprendre que nous devons tous faire face à nos faiblesses et à nos fragilités. Il savait que c'était le genre de déclaration vague mais convenable qui fonctionnait le mieux à ce type de rédaction. Superficielle, sans trop de sens au fond et idéale pour gagner l'approbation des adultes. Toutefois, une part de vérité se simulait dans la dernière phrase. Il avait en effet appris une chose. Avec quelle facilité on pouvait provoquer la frénésie. Il était même parvenu à distinguer quel mécanisme empêche l'arrêt des atrocités lorsqu'ils ont commencé et rend possible les génocides. Par exemple, d'après cet ouvrage, l'Amérique était montrée réticente à reconnaître le déroulement d'un génocide au Rwanda. Au contraire, elle avait tenté désespérément de justifier pour quelle raison ce n'était pas un, ne tenant compte ni des faits, ni des rapports préoccupants sur le nombre toujours croissant de victimes Tutsis. Pourquoi?
pour la bonne et simple raison que si elle avait reconnu l'existence de génocide, l'ONU lui aurait demandé d'intervenir. Pour sa part, l'ONU avait agi exactement de la même manière et n'avait quasiment rien fait. Les Rwandais n'étaient certes pas les seuls à atteindre une réaction de la part des Américains. La plupart des Japonais pensaient qu'en cas de problème majeur, l'Amérique ou l'ONU s'en occuperait. C'était comme cette certitude qu'ils avaient que chez eux, la police devait tout prendre en charge, alors qu'en réalité, les États-Unis et l'ONU détermineraient une ligne de conduite, non pas en fonction d'un sens quelconque de leur mission ou une obligation morale, mais d'un simple calcul de pertes et profits. Le prince avait compris d'instinct que cela n'était en rien propre à l'histoire d'un petit pays africain et que cela pouvait être facilement transporté à son école. Si un événement survenait au sein du corps étudiant, par exemple une série d'épisodes de harcèlement violent, les enseignants agissaient de la manière des États-Unis et de l'ONU face au génocide. De la même manière que les Américains avaient combattu la notion même du génocide, les enseignants refusaient de reconnaître le fléau du harcèlement scolaire, sans quoi ils auraient été forcés de prendre des mesures, ce qui aurait entraîné pour eux toutes sortes de contraintes morales et logistiques. Le prince avait alors pensé qu'il serait intéressant de retourner la situation contre les professeurs en les emmenant à reconnaître le harcèlement, mais sans caractériser comme un problème méritant d'être traité. L'idée lui était venue d'un chapitre du livre consacré à une tuerie survenue dans une école technique rwandaise. Lorsqu'ils avaient lu cet épisode pour la première fois, son corps avait tremblé d'excitation. T'es chelou! Des troupes de maintien de la paix de l'ONU étaient stationnées dans l'établissement et les gens avaient commencé à raconter qu'elle les protégeait des massacres, ce qui avait encouragé près de 2000 Tutsis à se réfugier à l'intérieur. Malheureusement pour eux, les soldats de l'ONU n'avaient pas reçu ordre de secourir les Tutsis, mais uniquement d'aider au rapatriement des étrangers au Rwanda. Par voie de conséquence, on leur avait indiqué qu'ils n'avaient aucune obligation de sauver les Tutsis, ce qui avait été un soulagement pour eux puisqu'ils n'avaient pas eu à s'impliquer. En tentant de protéger les Tutsis, en effet, ils auraient eu de grandes chances de se mettre en danger. Donc, quand les Hutus avaient encerclé l'école, les troupes de l'ONU ayant déclaré que leur mission n'impliquait pas d'intervention active, ils avaient battu en retraite. Les 2000 et quelques Tutsis réfugiés dans l'établissement avaient été massacrés et sans doute la seule présence d'une force de maintien de la paix avait-elle même accru le nombre de victimes. Un aspect qui avait fasciné le prince. Indépendamment de la façon dont les élèves agissaient en surface, quelque part au fond d'eux, ils croyaient tous que les enseignants auraient la capacité de maintenir l'ordre dans la classe, tout comme leurs parents. Ils faisaient confiance aux professeurs, leur attribuaient des responsabilités, ce qui leur procurait un sentiment biaisé de sécurité. Le prince savait pertinemment qu'en contrôlant leur action de leurs professeurs, il pourrait rendre la vie impossible à ses camarades. Il avait conçu un plan de génie. Tout d'abord, faire germer l'anxiété. Quand est-ce qui se passerait si les enseignants prenaient des mesures contre le harcèlement? Ils avaient ensuite fourni à sa professeure principale des raisons de craindre qu'elle était elle-même en danger, ce qui avait amené à justifier ses décisions et à se persuader qu'elle faisait de son mieux pour le bien des élèves, même sans prendre de sanctions concrètes. Ils avaient également abordé ce sujet dans sa fiche de lecture en évoquant la bêtise et la logistique égoïste des États-Unis et de l'ONU. Il pensait que l'enseignante se rendrait compte qu'il décrivait en réalité sa situation à elle et qu'il était dangereux. Il avait fourni tous les indices nécessaires. Définitivement, c'est très différent du livre. J'ai jamais entendu parler du Rwanda dans ce livre. La seule fois qu'il y a un truc qui se passe en Afrique dans Bullet Train, c'est quand on voit Citron et Mandarine qui ont massacré du monde dans un pays. En fait, je suis même pas sûr que c'est en Rwanda ou en Afrique. Donc tout ça, c'est vraiment inédit, c'est le fun parce que ça me permet d'étudier ce que j'ai à faire demain. Bien sûr, il lui avait fourni tous les indices nécessaires. Bien sûr, elle ne les avait pas relevés. Tu as vraiment lu ce livre, Satoshi? C'est impressionnant. C'était-elle extasiée. Les tragédies de ce genre sont terribles. Il est difficile de croire que des êtres humains puissent faire autant de mal les uns les autres, n'est-ce pas? Le prince avait été fort déçu. Il lui était facile de comprendre que le génocide pouvait se produire pour la simple raison que les gens prenaient des décisions fondées sur leurs émotions. Mais ce ressenti était soumis pour une grande part aux influences extérieures. Ils avaient lu dans un autre livre le compte-rendu d'une expérience célèbre. On avait réuni un grand nombre de personnes et on leur avait donné des problèmes faciles à résoudre. Ils répondaient une par une et chacune était informée des réponses des autres. Mais en réalité, il n'y avait qu'un seul sujet d'expérience dans chaque groupe, car tous les autres avaient reçu l'ordre de donner volontairement de mauvaises réponses. Étonnamment, la personne qui répondait à son plein gré choisissait une fois sur 3 la mauvaise réponse.
c'est-à-dire celle fournie par tous les autres. Au total, 75% des gens soumis au test avaient donné au moins une réponse qu'ils savaient pertinemment fausse. Les êtres humains sont conformistes. Il y avait eu d'autres expériences similaires. L'une d'entre elles avait d'ailleurs permis d'isoler le modèle optimal de comportement convenu. 1. Lorsque les enjeux sont élevés. 2. Quand la question est difficile. 3. Quand la bonne réponse n'est pas évidente. Dans ce cas, les individus étaient beaucoup plus enclins à adopter l'opinion d'autrui. Lorsque la réponse était simple, le problème se posait rarement, car les gens avaient tendance à se fier à leur propre jugement. C'était également le cas... que les gens avaient tendance... C'était également le cas tant que les risques restaient faibles. Ce que le prince avait compris ainsi. Lorsque les gens avaient des décisions difficiles à prendre, susceptibles par exemple d'aller à l'encontre de leur code éthique, ils se conformaient à l'opinion du groupe et en venant même à croire que sa réponse était correcte. Lorsqu'on y pensait, en ces termes, on était capable de distinguer non seulement par quel mécanisme le génocide était impossible à arrêter, mais aussi par lequel il pouvait perdurer. Ceux qui tuaient n'avaient pas confiance en leur propre jugement, mais se rangeaient plutôt du côté de la majorité, persuadés que c'était la seule chose à faire. Ils entendent un bruit de chasse d'eau dans les toilettes. La personne qui s'en sort est un homme dangereux en costume qui se dirige vers le lavabo. Le prince ouvre rapidement la porte et jette un coup d'œil à l'intérieur des toilettes normales et ternes, sans aucun endroit où cacher une valise. Dans celle des femmes, pas de valise non plus. Où pourrait-elle être? Elle est trop grande pour passer sous les sièges. Elle n'est sur aucun porte-bagages et n'est pas non plus dans les toilettes. Il n'y a aucune raison particulière de se diriger vers les poubelles, si ce n'est qu'il a cherché partout ailleurs. Il inspecte les ouvertures dans les bouteilles et les canettes et la fente destinée au magazine. En approche, même son visage, bien qu'il sache précisément que la valise ne peut pas se loger là. Un coup d'œil dans le trou, mais rien que des emballages utilisés. Soudain, il aperçoit la petite prospérance. Là, juste à côté de la fente pour les papiers. Je me demande si... Il appuie dessus, une poignée apparaît. Qu'il tourne sans hésitation. Le panneau s'ouvre devant lui, faisant palpiter son cœur. À l'intérieur, une étagère. Le sac poubelle en bas et une valise en haut. Aucun doute, c'est celle qu'il a aperçue lors de sa rencontre avec l'homme aux lunettes noires. « Je l'ai trouvé !» Il referme le panneau et remet la poignée en place, puis il expire lentement, nul besoin de se précipiter. L'homme aux lunettes noires ne déplacera probablement pas la valise de sitôt. Il croit sans doute qu'il peut la laisser là, en sécurité, jusqu'à destination. Comment rendre les choses encore plus amusantes? Profitant du sentiment d'accomplissement que lui procure la découverte de la valise, il repart vers la voiture 7. J'ai vraiment trop de chance. Mais je suis bien content d'avoir étudié en lisant ce chapitre. Et on va pas quitter le prince parce que le prochain chapitre, c'est Kimura 3. Donc on reste avec les mêmes personnages. Donc Kimura ne peut s'empêcher de passer en revue tous les souvenirs en rapport avec le prince. La première fois qu'il l'avait rencontré au centre commercial, il était persuadé qu'il ne le reverrait jamais. En l'espace de 2 semaines, il s'était à nouveau retrouvé aux prises avec ce collégien comme si une force invisible l'attirait vers lui. Cette fois aussi, Wataru marchait à ses côtés. C'était sur le chemin du retour, après avoir accompagné les grands-parents à la gare. Ils étaient arrivés à Tokyo la veille et étaient descendus dans un hôtel près de l'appartement de Kimura. Au retour de Wataru de sa journée à la maternelle, il l'avait emmené dans un magasin de jouets et lui avait proposé de lui acheter tout ce qu'il voudrait. Il n'était pas de nature à réclamer des choses et que son grand-père le presse de choisir un jouet le perturbait un peu. Le grand-père, rappelez-vous du grand-père? C'est Sanada dans le film. Il va être important. Il semblait se satisfaire du ballon que le commerçant lui avait offert et Kimura était une fois de plus fait réprimander par son père. Il a peur de demander quoi que ce soit parce que tu ne lui achètes jamais rien. Pauvre enfant, oh pauvre petit gars. Wataru a toujours été comme ça, expliquait Kimura. Mais son père n'avait rien voulu entendre. Au lieu de cela, il avait évoqué l'ex-femme de son fils. Quand il était encore là, le garçon était plus intéressé par les jouets. Comme tout petit enfant devrait l'être. Avait-il affirmé sans ménagement. Elle est partie parce que tu n'es qu'une loque. C'est faux, et je te l'ai déjà dit. Elle a accumulé une tonne de dettes et s'est enfuie. Elle ne pouvait plus supporter de vivre avec un poivreau. Je ne buvais pas autant à l'époque.
C'est la vérité. Il avait toujours été limite paresseux, mais à l'époque où sa femme était encore là, il pouvait parfaitement se passer de l'alcool. Mais sinon, il n'aurait jamais obtenu la garde de Wataru. Eh bien, maintenant, tout ce que tu fais, c'est picoler. Tu dis ça, mais au fond, tu ne sais rien. Le visage de son père était devenu encore plus sévère. Je peux le dire rien qu'en te regardant. Ta seule odeur suffit. C'est sa ligne de conduite depuis que Kimura était parti. Son père s'enorgueillissait de savoir détecter les défauts des gens, rien qu'en les observant. Kimura n'avait jamais apprécié sa certitude en la matière et estimait qu'il s'agissait de vieux préjugés. Ce vieil ami de son père, Shigeru, avait un jour déclaré en riant que M. Kimura disait toujours « Ce type, je le sens mal ». À quoi la mère de Kimura avait répondu « Pourtant, c'est toujours lui qui pète ». Oh putain, blague de con. S'il le sent mal, lui qui pète, bon. Bravo. Après avoir dégoté un jouet pour Wataru, tous s'étaient rendus dans un parc doté d'une vaste aire de jeu. Kimura s'étant assis sur un banc et avait regardé sa mère courir après Wataru, qui se précipitait vers le grand toboggan. Il était heureux de ne pas être le seul compagnon de son fils pour une fois. Il avait fouillé dans sa poche pour saisir sa flasque, mais son père, dont il n'avait même pas remarqué la présence, avait bloqué sa main. « Qu'est-ce que tu fous ?» avait rétorqué Kimura, la voix tendue par la colère. Mais son père était demeuré impassible. Malgré ses cheveux blancs, le vieil homme était encore solide. Il avait resserré ses doigts jusqu'à lui faire lâcher prise. Connais-tu la définition de l'alcoolisme? Tu vas encore me dire que c'est l'histoire de ma vie, hein? Tu es au bord du gouffre. Et si tu continues comme ça, tu vas devenir un alcoolique invétéré. Aucun doute là-dessus. Je te demande si tu sais ce qu'est réellement l'alcoolisme. Il avait rendu sa flasque à Kimura. Ça veut dire qu'on aime boire et qu'on boit beaucoup. En gros, c'est ça, oui. Mais il y a autre chose. L'alcoolisme implique une dépendance. Il s'agit d'une véritable pathologie. Cela n'a rien à voir avec aimer, boire un verre ou deux ou bien tenir l'alcool. L'alcoolisme, ça veut dire que si tu bois une gorgée, tu ne t'arrêtes plus. C'est donc plus une question de résistance et de modération. Désolé. L'alcoolisme signifie simplement qu'on en est incapable d'abandonner. C'est lié à la physiologie de chaque individu. Quand une personne comme ça prend un verre, elle est foutue. C'est héréditaire, donc je suppose que tu es pareil que moi, à moins que ce soit moi qui me l'ait transmis. Aucun de nous ne boit. Et pourquoi? Parce que nous savons pertinemment, tous les deux, qu'on ne se remet jamais d'avoir été alcoolique. Bien sûr que si. Il y a un nerf dans le cerveau, le nerf A10. Oh mon Dieu, pas un cours de science à présent. Kimura avait commencé à se gratter l'oreille pour signifier son manque d'intérêt. On a réalisé une expérience avec une machine qui permettait, en poussant une manette, de stimuler le nerf A10. Et que s'est-il passé? Je te demande au chat. Les gens ont poussé la manette toujours plus loin. Et alors, quand le nerf A10 est stimulé, le cerveau libère des signaux de bien-être. Ainsi, en activant le mécanisme, les sujets de l'expérience obtenaient une sensation de plaisir. C'est pour cette raison qu'ils continuent à le faire, un peu comme les singes qui ne cessent pas de se masturber. C'est la même idée. Apparemment, le sentiment de satisfaction est similaire à celui qu'on ressent après avoir mangé un mets délicieux ou achevé un travail bien fait. Et donc, pour de l'alcool, stimule le nerf A10. Et quand on boit, on a l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, même si on n'a rien fait du tout. Tu te dis que c'est facile, et en plus ça fait du bien. Alors que se passe-t-il à ton avis? Tu continues à boire, comme les gens qui persistent à pousser la manette. Et toi, à force, ton cerveau finit par se modifier. Comment ça, ton cerveau se modifie? Une fois que ça arrive, on ne peut plus revenir en arrière. Le cerveau crée une espèce d'interrupteur qui s'allume dès que l'alcool entre dans le système. Disons par exemple qu'un alcoolique n'a pas bu depuis longtemps, au point que les symptômes de sa dépendance ont disparu, qu'il est en mesure de mener à nouveau une vie parfaitement normale. Il suffira de boire une seule gorgée pour que l'enfer recommence. Qu'il soit à nouveau incapable de s'arrêter. C'est parce que son cerveau est toujours connecté de cette façon. Cela n'a rien à voir avec la volonté ou la détermination du bonhomme. C'est juste la façon dont fonctionne son cerveau. Comme les pupilles d'un homme se dilatent par réflexe à la vue d'une femelle nue. Il n'a rien à faire pour l'en empêcher. C'est ça, le mécanisme de la dépendance. Le mécanisme de la dépendance. Tu viens de me faire une belle démonstration, papa. Au fait, tu savais que la distillation du cognac remontait à la culture mésopotamienne?
On ignore si c'est bien la vérité. Ne crois pas tout ce qu'on dit au risque de passer pour un idiot. Écoute, il existe un seul moyen de vaincre l'alcoolisme. Arrêtez de boire. Une gorgée et c'est fini. D'ailleurs, ce n'est pas l'alcool ou la drogue que tu devrais chercher un sentiment d'accomplissement. Ce dont tu as besoin, c'est un bon boulot, honnête. Le goût de la facilité conduit le corps humain à la dépendance. Tu recommences ton discours pompeux. Tu devrais faire comme moi et te trouver un vrai travail, avait ajouté le vieil homme avec force. Ça te procurait un sentiment d'accomplissement plus sain. Un vrai travail? Tu as bossé dans la réserve d'un supermarché toute ta vie. D'aussi loin que Kimura s'en souvienne, ses parents avaient vécu humblement. Ils travaillaient dans un supermarché près de chez eux, des emplois ordinaires, modestes, tout comme leur paye. C'est pour cette raison que Kimura les avait toujours regardés du haut. La réserve, c'était un travail important. Je dois gérer les stocks, passer des commandes, avait repris son père en expirant brusquement par le nez. Et toi alors? Tu n'as jamais occupé un poste honnête de ta vie. Tu oublies mon emploi actuel au sein de la société de sécurité? Oh oui, en effet, c'est un bon boulot, pardonne-moi. Les excuses semblaient sincères. Mais tu n'avais jamais travaillé avant. Ne parlons plus du passé. Enfin, papa, tu comptes m'accuser de ne pas avoir gagné ma croûte quand j'étais écolier? C'est pareil pour tout le monde. Et puis, j'avais un boulot avant de devenir agent de sécurité. Quel genre de boulot? Sous le regard inquisiteur de son père, Kimura avait détourné les yeux. Quel genre de travail? Quelqu'un lui confiait un contrat. Il sortait son pistolet de sa cachette. Il allait foutre le bordel dans la vie des autres. Pas vraiment un travail humanitaire. Mais s'il le révélait à son père, ce dernier aurait l'impression d'avoir échoué en tant que parent. Il avait failli le lui annoncer, juste pour que le vieil homme se sente aussi malheureux que lui, mais il avait reculé au dernier moment. Inutile d'accabler son père qui devait déjà supporter des épreuves inhérentes à son âge. Je suppose que c'est le genre de travail dont il vaut mieux ne pas parler en public, c'est ça? Quoi? Tu le devines seulement en me regardant? C'est ça. Si je te disais de quoi il s'agissait, tu ferais une attaque, papa. Alors je t'épargne cette peine. Et tu le crois? J'ai pas toujours été un enfant de cœur dans ma jeunesse. Sans doute du pipi de chat par rapport à ce que je fais, rétorqué Kimura avec un sourire amer. Rien de plus chiant que des vieux qui se mettent à parler de la difficulté de leur époque ou du grabuge qu'ils causaient autrefois. N'y pense plus, contente-toi d'arrêter la bouteille, point. J'apprécie le fait que tu t'inquiètes pour ma santé. Je me fais moins du souci pour toi que pour Wataru. Toi, tu es assez costaud. Si tu te faisais marcher dessus par un géant, il est probable que tu survivrais. Je sais quoi en fait, un cafard? M'as-tu répondu en gloussant. Si je me fais piétiner, je mourrais comme n'importe qui. Écoute, si tu tiens un temps soit peu à Wataru, arrête de boire. Et tu sais, pour le bien de Wataru, j'y ai déjà pensé. Au moment même où il disait cela, il dévissait le bouchon de la flasque. Qu'est-ce que tu viens de faire? S'était écrié son père. Je te le répète, le seul moyen de vaincre la dépendance est de renoncer pour de bon à la boisson. Je ne dois n'être qu'un bon arien de poivreau. Le vieil homme l'avait regardé fixement. Si tu n'es qu'un ivrogne, ça peut aller encore. Mais si en plus tu n'es pas une bonne personne, alors il n'y a plus aucun espoir en ce qui te concerne. Ouais. Kimura avait porté la flasque à ses lèvres, mais l'avertissement de son père résonnait dans sa tête. Alors pris de honte, il s'était contenté d'une toute petite gorgée. Il avait senti l'effet de l'alcool et imaginé son cerveau changeant de forme comme une éponge que l'on tord, et cette pensée l'avait fait frémir. Plus tard ce jour-là, après avoir déposé ses parents à la gare, Kimura était rentré avec Wataru par ce même chemin qui traversait la galerie marchande et conduisait au quartier résidentiel. « Papa, j'entends quelqu'un pleurer », lui avait dit Wataru en tirant sur sa main tandis qu'il passait près d'une station-service fermée. Kimura, encore hanté par les paroles de son père, se sentait étourdi. Les mots résonnaient en boucle dans sa tête. La dépendance à l'alcool est incurable. Jusqu'alors, il avait pensé que même si on était accro, on pouvait se faire guérir. On pouvait se faire soigner, guérir puis continuer à boire. Que c'était comme avec la blénorragie. La blénorragie, putain, si vous savez c'est quoi, bravo. On a la queue qui s'enflamme et il faut attendre la fin du traitement pour avoir à nouveau des relations sexuelles. Il était certain que l'alcoolisme fonctionnait de la même façon. Pourtant, si son père disait vrai, il n'avait rien à voir avec une MST. Il n'avait pas de remède et on devait arrêter de boire à jamais. « Regarde, papa !» Son fils l'appelait à nouveau, alors qu'il avait baissé les yeux vers le visage du garçon avant de suivre son regard. Entre la station-service fermée et le bâtiment voisin, il avait aperçu un groupe de 4 gamins en uniforme scolaire. 2 d'entre eux
maintenant un troisième par les bras, de sorte qu'il ne pouvait pas s'échapper, et les suppliait de le lâcher. Le quatrième se tenait debout face aux autres. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ne t'inquiète pas, ce sont juste de grands garçons qui font des bêtises. Kimura voulait continuer à marcher. À son époque, déjà au collège, il y en avait toujours un pour en pousser un autre. Lui-même, d'ailleurs, faisait partie de ceux qui bousculaient ses camarades. Il savait donc que ce genre d'incident pouvait se produire sans raison particulière. La plupart des gens se sentent mieux quand ils peuvent s'assurer une position dominante, et le fait d'écraser une autre personne rehausse l'estime. D'une certaine façon, c'est comme ça que les gens fonctionnaient. Attendez! C'est aussi autant de votre faute que la mienne, s'écria un gamin. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? Kimura s'était alors arrêté pour les observer. Le garçon avait des cheveux courts, teints en brun et un uniforme trop petit. Il paraissait solide et costaud. Apparemment, les autres ne s'en prenaient pas aux plus faibles. Cela ressemblait plutôt à une éviction. C'est qu'il avait pris l'intérêt de Kimura. À quoi tu t'attendais, mec? Il a sauté parce que tu t'es allé trop loin, avait dit celui qui lui maintenait le bras droit. Il avait un visage rond et le front large. Un peu une gueule de bulldog, mais qui n'est pas encore perdu l'innocence de la jeunesse. Les collégiens sont sans doute toujours des enfants, avait pensé Kimura. Toutefois, voir des enfants si jeunes agir avec une telle violence lui paraissait surréaliste. Je vous rappelle qu'on était tous dans le coup. Et puis avant que je mette la vidéo en ligne, il disait qu'il aimerait être mort, qu'il voulait mourir. On était censé l'emmener au bord du suicide, pas le faire passer à l'acte. Le prince était furieux, avait rétorqué le garçon qui maintient le bras gauche. Le prince, ce nom, me dit quelque chose. Mais plus que ça, ce qu'avait remarqué Kimura, c'était les propos du gamin sur la mort et le suicide. Une fois que tu auras reçu ton choc, tu n'y penseras plus, alors serre les dents. Je refuse! Réfléchis, avait dit le quatrième, le plus grand. Qu'est-ce qui va arriver si tu n'y penses pas maintenant? On y aura tous droit, ce qui signifie que toi aussi tu y passeras de toute façon. En revanche, si on y a droit par ta faute, on sera tous en colère contre toi, alors que si tu es le seul à payer, on t'en sera reconnaissant. Dans les deux cas, tu n'y échapperas pas. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on t'en veuille ou qu'on te remercie? Et si on faisait semblant, on racontera au prince que j'y ai eu droit. Tu crois qu'il tombera dans le panneau? Avait répondu le plus grand en souriant tristement. Tu te figures vraiment que tu peux le tromper? Excuse-moi, jeune Jean, est intervenu Kimura sur un ton faussement poli, en s'approchant, tenant toujours Wataru par la main. Peut-on seulement a-t-il provoqué la mort d'un camarade de classe? J'en suis sincèrement épaté. Les collégiens avaient échangé un regard et s'étaient empressés de reformer leur rang, 3 ans Kimura avec méfiance. On peut vous aider? avait demandé le grand sur un ton sinistre. Son visage était rouge d'anxiété ou de colère, difficile à dire, mais il était évident que, comme ses camarades, il essayait de se faire passer pour un dur. Vous avez besoin de renseignements? Est-ce que j'ai besoin de renseignements? Je vois que quelque chose cloche dans votre petite réunion, avait lancé Kimura en désignant le garçon qui avait été planqué au sol. De quel genre de choc vous parliez? Un choc électrique? Qu'est-ce que vous manigancez? N'importe quoi! Vous parliez très fort, j'ai tout entendu. Votre brutalité a poussé au suicide d'un camarade de classe. C'est assez perturbant. Alors quoi? Maintenant, vous faites un débriefing? De nouveau, Wataru l'avait tiré par la main en murmurant qu'il voulait rentrer. La ferme, le vieux, prends ton gosse et dégage. Qui est le prince? En entendant ce nom, les 4 collégiens avaient blêmi, comme si on venait de proférer une terrible malédiction, et leur réaction avait aiguisé encore plus la curiosité de Kimura, qui s'était alors souvenu dans ce qu'on pourrait appeler à juste titre une réaction différée de sa rencontre avec cet élève dans la galerie marchande. On dirait que c'est Voldemort, le truc. Ah oui, je me souviens de lui. Et de vous aussi, d'ailleurs. Je vous ai vu dans les toilettes, où vous teniez une réunion secrète. Vous étiez tous inquiets. Oh non, le prince va se mettre en colère. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout en les taquinant, il repensait à ce gamin qui se faisait appeler comme ça. Vous avez vraiment peur de petit morveux? Les 4 collégiens avaient gardé le silence. Le grand tenait un sac en plastique d'une chaîne d'épicerie de quartier. Kimura s'était rapproché de lui d'un pas rapide et le lui avait arraché des mains. Pris au dépourvu, le gosse était devenu frénétique, s'agrippant au sac pour le récupérer, mais Kimura l'avait facilement esquivé, puis lui avait tordu le petit doigt et le gamin avait glapi de douleur. Je te péter une phalange! Ne vous croyez pas de taille à vous frotter à moi, les gars. Je suis un adulte et je ne suis pas né de la dernière pluie, contrairement à vous tous. Moi aussi, j'ai eu mon lot de problèmes dans le temps. Vous savez combien de fois j'ai cassé les doigts d'un mec?
avait-il demandé avec nonchalance délibérée, puis il avait tenu le sac à Wataru. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le collégien avait émis un bourdonnement de protestation. Un seul geste de travers, et je lui pète le doigt. Papa, c'est quoi ça? S'était enquis Wataru en sortant un drôle d'appareil du sac. C'était pas de la haute technologie, ça ressemblait à une télécommande de voiture miniature, à des fils et des interrupteurs. Ouais, c'est quoi ce truc? Kimura avait lâché la main du gamin et saisi l'appareil à son tour. On dirait le bloc d'alimentation d'un petit train. Bullet train. L'un des camarades de classe de Kimura à l'école primaire, dont le père était fortuné, possédait de nombreux modèles réduits de trains qu'il aimait leur montrer. Ce truc ressemblait au bloc d'alimentation des rails du circuit. C'est peut-être ça. Quelques fils dépassaient de la partie principale, tandis qu'une extrémité était recouverte de ruban adhésif et l'autre traversée par un fil électrique. Ça sert à quoi? Le collégien s'était abstenu de répondre à sa question. Kimura avait fixé l'appareil, puis avait remarqué au bas du mur de la station-service une prise de courant avec protection anti-pluie que les pompistes devaient utiliser pour brancher leur outil. Dites voir, vous avez l'intention de lui asséner un choc électrique, c'est bien ça? Tout en reconstituant le puzzle, Kimura s'était senti quelque peu déstabilisé. Certes, à l'époque du collège, il avait déjà employé divers objets pour blesser les gens, mais il se contentait toujours de les frapper et n'avait jamais pensé à recourir à l'électricité pour faire du mal, alors que cet appareil semblait avoir été spécifiquement modifié dans ce but. Il avait même l'impression qu'on l'utilisait de manière fréquente. Vous en servez souvent de ce truc? Utiliser des appareils électriques lui apparaissait comme une forme supérieure d'intimidation à la limite de la torture. Qu'est-ce que c'est? Une idée du prince? Comment vous savez pour le prince? Avait demandé une voix chevrotante, le petit brun à qui les autres s'apprêtaient à infliger ce traitement. La dernière fois, quand je vous ai rencontré dans les toilettes de la galerie marchande, vous vous souvenez? Vous n'étiez pas loin de vous chier dessus et vous vous lamentiez parce que le prince était en colère contre vous. Eh bien ensuite, je l'ai croisé et on s'est parlé. Oh, attendez! Un éclair de reconnaissance avait traversé le regard du grand, puis ses camarades à leur tour avaient réalisé que c'était lui, l'homme qui sentait l'alcool et qui s'était immiscé dans leur conversation ce jour-là. Cette fois-là, rappelez-vous, c'est Takuya qui devait être puni. Le nom qu'il avait entendu dans les toilettes lui était revenu comme par miracle. Takuya avait peur parce qu'il n'avait pas suivi les ordres de sa majesté et que celle-ci était furieuse contre lui. Ils étaient tous « Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? » Non? Les gamins s'étaient regardés à nouveau, échangeant un message silencieux. Puis le gars au visage rond avait repris à voix basse « Takuya est mort. » Les trois autres avaient pâli et s'étaient retournés pour le fusiller du regard. « Qu'est-ce que tu veux dire, il est mort? C'est une métaphore? Vous voulez dire qu'il est mort comme le rock'n'roll ou le baseball professionnel, c'est ça? » avait lancé Kimura sur un ton enjoué afin de ne pas s'avouer qu'il commençait à avoir peur. Des sourires forcés et malsains étaient apparus sur le visage des collégiens, non par moquerie, mais parce qu'ils avaient senti à quel point Kimura était ébranlé et s'identifiait à son malaise. Vous voulez dire qu'il est vraiment mort? Donc celui dont vous parliez à l'instant, le mec qui a sauté, c'était Takuya? Kimura avait poussé un soupir. Il s'était certainement pas attendu à ce que les choses prennent une tournure aussi sombre. Vous savez, la mort c'est définitif. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il ne sera plus jamais là. Wataru continuait à le tirer par la main et Kimura avait commencé à regretter de s'être arrêté pour parler à ses gamins. Il s'était retourné pour partir. C'est alors qu'un des enfants avait crié dans son dos « Attendez, monsieur! Aidez-nous! » Ils les avaient regardés de nouveau. Les 4 collégiens étaient tous pâles les uns que les autres et leurs lèvres tremblaient. « Monsieur! » avait lancé le grand, tandis qu'au même moment, celui au visage rond disait « Intervenez! » Et ses camarades « Faut nous aider! » Bien entendu, ils n'avaient pas prévu d'entonner ce petit refrain digne d'une fête scolaire de fin d'année. Ils venaient tous de comprendre qu'il leur fallait demander de l'aide et ils avaient craqué en même temps. Leur canon improvisé rendait leur douleur encore plus tragique. Alors vous commencez par jouer les durs et ensuite vous demandez de l'aide. Qu'est-ce que vous voulez, bon sang? À ce stade, ils n'étaient plus que des petits garçons effrayés. Leurs supplications avaient jailli tel un barrage cédant sous la pression. Vous n'avez pas l'air d'être un de ces foutus salarymen, monsieur. Vous devez mettre fin aux agissements du prince. Il va nous éliminer les uns après les autres. C'est comme si tout le monde était devenu fou. Notre école est partie en vrille à cause de lui. Kimura ne pouvait pas en croire ses oreilles. Il leur avait fait signe de disparaître. Foutez-moi la paix. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il se sentait comme un pêcheur qui venait de jeter sa ligne et attrape un poisson si monstrueux qu'il pourrait l'attirer au fond de l'eau. Il avait peur.
Très bien, je me débarrasserai du prince pour vous, avait-il annoncé sans y croire, plus par découragement qu'autre chose. À ces mots, les visages des gamins s'étaient éclairés, comme s'ils recevaient un rayon de soleil. Kimura en avait été tout retourné. Il avait regardé autour de lui. La ruelle étroite où se trouvait était bien visible, et la rue principale. Les passants qui voyaient la scène auraient pu se demander si lui et son fils n'étaient pas harcelés par des collégiens ou au contraire s'ils les réprimandaient. Je le ferai si chacun de vous me paie 1 million de yens. Il avait dit ça pour leur faire comprendre que cela n'arriverait jamais, mais bizarrement, ils avaient semblé le prendre au mot et commencer à réfléchir au moyen de réunir cette somme. Oh, les gars, avait protesté Kimura. Je plaisantais, évidemment. Parlez-en à vos parents. Si le prince vous pose tant de problèmes, allez vous plaindre à votre maman et votre papa. Ou à vos professeurs. Mais les gamins semblaient au bord des larmes. Regardez-nous! Vous êtes trop... Allez, laissez-moi en dehors de ça! En baissant les yeux vers Wataru, Kimura avait remarqué qu'il fixait la flasque apparue d'on ne sait où dans sa main. Quand ai-je... Il avait revissé le bouchon. Quand, à un moment donné, il avait dû sortir la flasque de sa poche, en dévisser le bouchon et la porter à ses lèvres sans s'en rendre compte, dans les yeux de Wataru se lisait un mélange d'inquiétude et de tristesse. Il faut dire que ces jeunes misent tellement sur moi, s'était dit, Kimura pour se trouver une excuse. Normal d'avoir envie d'une petite goutte, ils m'ont tellement stressé. Au moment même où l'alcool était entré dans son organisme, comme la pluie tombe sur une terrasse desséchée, il avait alimenté son système nerveux et lui avait éclairci les idées. Tu vois bien, qu'est-ce qu'il y a de si terrible, l'alcool? Il avait même commencé à ressentir une certaine fierté. La boisson peut être un poison comme un médicament, tout dépend de la façon dont on en fait usage. Moi, je contrôle. Takuya avait croisé un des gamins le mois dernier. Son père s'est fait virer de son boulot. Quoi? Tu veux dire que le père de Takuya, celui qui vient de mourir? C'était avant sa mort. Son père a été arrêté pour avoir tripoté une fille de notre école. Et quand l'histoire a éclaté, il s'est fait virer. Bon, je ne sais pas ce que ce type avait fait, avait répliqué Kimura, mais s'il a fricoté avec une adolescente, il a eu ce qu'il méritait. Les gosses avaient pris un air gêné, comme s'ils hésitaient à la poursuivre. Attendez une minute, vous avez quelque chose à voir avec ça? Ne dites pas que c'est vous qui avez piégé le père de Takuya. Leur silence avait convaincu Kimura qu'il avait vu juste. Son père était innocent? Une fois de plus, il avait gardé le silence. Mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Comment avez-vous manigancé ça? On s'est contenté de faire ce que le prince nous avait dit, avait marmonné celui au visage rond. Pareil pour la fille. Tout ça parce que le père de Takuya essayait de s'informer sur lui. Donc si je comprends bien, le prince vous a demandé de monter une affaire de harcèlement sexuel? Pas possible. Quel garçon intelligent, impitoyable! Kimura plaisantait à moitié, mais les 4 collégiens avaient acquiescé vigoureusement, la cruauté du prince leur étant familière à tous. Il s'est aussi débarrassé de 3 professeurs, avait ajouté l'un des gamins sombrement. L'un a fait une dépression avant de démissionner, l'autre s'est fait surprendre en train de plotter une élève et le dernier a été victime d'un accident. Ne me dites pas que vous êtes également impliqué là-dedans. Pas de réponse. Vous savez, vous ne devriez pas avoir peur de lui à ce point. Il vous suffit de vous liguer contre lui et de lui casser la gueule. Je parie que vous auriez aucune difficulté à le maîtriser, pas vrai? Le prince ne semblait pas particulièrement costaud. Et même s'il s'avérait être un prodige des arts martiaux ou un truc du genre, il pourrait toujours avoir le dessus par le nombre. Pourtant, les réactions avaient surpris Kimura. Ils avaient tous écarquillé les yeux, comme s'ils venaient de suggérer l'impensable. Comme s'ils ne pouvaient même pas appréhender la teneur de ses propos. L'idée ne leur avait jamais venu. De toute évidence, ils n'avaient jamais songé à renverser le prince. Cela avait rappelé à Kimura un contrat passé. On lui avait confié la surveillance d'un type qui avait été kidnappé et qu'il fallait garder à moitié nu dans un vieil appartement miteux. L'homme ne disait rien, se contentait de se vautrer dans un état second. Installé dans la pièce voisine, Kimura passait le temps à regarder la télé et à boire. Mais quelque chose lui échappait. Le prisonnier n'était pas attaché et la porte n'était pas fermée à clé. Il aurait pu se barrer s'il l'avait voulu. Pourquoi était-il resté? Le type venu le relayer lui avait fourni l'explication. Tu as déjà entendu parler de l'impuissance apprise? L'impuissance quoi? On a mené une expérience où un chien était soumis à des électrochocs, tu vois. Et dans cette configuration, tout était prévu pour qu'on n'administre pas de choc au chien s'il sautait. Donc on aurait pu penser que l'animal continuerait à faire des bonds pour s'échapper de la douleur. Sauf que non. Parce qu'avant ça, il l'avait placé dans une situation où il recevait un électrochoc qui ne saute ou pas. En quelque sorte, il avait abandonné la lutte, c'est ça? En gros, oui. Comme on lui avait enseigné qu'il était impuissant, il arrêtait de se battre. C'est pareil avec les humains. Par exemple, dans le cas de violence conjugale. Tu sais pourquoi les femmes acceptent de se laisser frapper encore et toujours? Parce que ce même sentiment d'impuissance est enraciné en elles, tu piges?
Alors c'est pour ça, avait murmuré Kimura en observant l'homme fait prisonnier dans la pièce. Ouais, il ne veut pas s'enfuir, il pense en être incapable. Les êtres humains ne répondent pas à la logique. Au fond, nous fonctionnons de la même façon que les animaux. La situation des collégiens s'inscrivant dans le même cas de figure. Ils avaient décidé depuis longtemps qu'ils n'avaient aucune chance de battre le prince, à moins qu'on ne les en ait persuadés. En tout cas, ils avaient été témoins à plusieurs reprises de souffrances infligées à leurs camarades de classe et à certains adultes, et ils avaient dû se convaincre peu à peu de leur impuissance. Les chocs électriques faisaient probablement partie du décorum. Kimura ignorait de quelle manière ils étaient administrés et de quelle nature étaient les ordres du prince, mais il pouvait le constater. Cela bouleverserait profondément ses enfants. Il les avait dévisagés à nouveau. Ils étaient jeunes, et même s'ils avaient dû passer pas mal de temps à se coiffer ou à se donner des airs de gros dur, ils se comportaient au fond comme des chiots effrayés. Se tailler un statut dans leur petit monde était pour eux une question de vie ou de mort. Ça ne doit pas être si difficile de les contrôler, avait pensé Kimura, et puis il s'était dit qu'il ne devrait pas s'impliquer davantage. Quand un chien errant s'approche de vous, les yeux tristes et humides, mieux vaut l'ignorer. Débrouillez-vous tout seul. Monsieur, vous en prie, l'avait supplié le garçon au visage rond, il faut nous aider. Wataru avait serré la main avec inquiétude pour s'éloigner de la ruelle et le ramener vers la maison. Ce n'est pas mon problème. Au moment de tourner les talons, Kimura avait pris conscience en un éclair qu'il avait bu sa flasque jusqu'à la dernière goutte. Je suis sûr que vous deviendrez des adultes honnêtes et responsables. Hé, monsieur Kimura! Il ouvre les yeux. Il lui faut un instant pour se rappeler qu'il se trouve dans le Shinkansen. Je rappelle dans le bullet train à la base. Hein. Il n'était pas complètement endormi, mais il ne s'est pas tout à fait réveillé non plus, et l'apparition soudaine du visage du prince lui a fait l'effet d'un fantôme revenu de loin. Monsieur Kimura, ce n'est pas vraiment le moment de somnoler. N'êtes-vous pas un tantinet inquiet de ce qui va vous arriver? Même si c'était le cas, je ne pourrais rien y faire, attaché de la sorte. Donc tu sais, quand bien même, vous devriez avoir une sorte de prémonition du danger. Si j'attendais que vous veniez me rejoindre dans le train, c'était pas certainement pas dans l'idée de faire un voyage d'agrément avec vous. Ah non, et pourquoi pas? Si tu étais sympa, on pourrait aller manger des nouilles froides à Morioka. C'est moi qui régale. Le prince n'esquisse pas même un sourire. Il y a quelque chose que je voudrais vous demander de faire pour moi. Non merci. L'été de passage, je serais triste s'il arrive quelque chose à un petit garçon. Kimura sans son estomac se tord et la rage bouillonnée dans ses tripes. De quoi s'agit-il? Je vous le dirai quand nous serons plus près de Morioka. Pour l'instant, tu veux juste me laisser mijoter, c'est ça? Si je vous demanderais de tuer quelqu'un, je suppose que vous ne voudriez pas en entendre parler. Kimura se mord la lèvre. Quelle désinvolture! Planifier un meurtre de cette façon semble à la fois puéril et terriblement adulte. C'est qui? Qui voudrais-tu que j'aille buter? Je vais vous laisser un plaisir délicieux de l'attente, minaude le prince, avant de se pencher pour commencer à desserrer les liens de Kimura. Tu me laisses partir? Si vous tentez quoi que ce soit, votre fils aura des ennuis, vous vous souvenez? C'est pas parce que je vous retire vos liens que vous êtes libre, n'oubliez pas. Si mon gars n'arrive pas à me contacter, c'est au revoir la compagnie pour votre fils. Le corps de Kimura tremble de fureur. Hé, est-ce que tu surveilles ton téléphone au moins? Pardon? Tu m'as bien dit que si ça se passait mal pour moi, si tu ne pensais pas tes appels, insiste Kimura. Ah, c'est vrai. S'il sonne 10 fois que je réponds pas, alors oui, vous risquez de passer un mauvais quart d'heure, en effet. Si j'apprends que tu as raté l'appel par manque d'attention, putain, là c'est toi qui passeras un sale quart d'heure. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur. Pour le moment, j'ai besoin de votre aide. Quoi? Tu veux un petit massage? Le gamin tend le doigt vers l'arrière du train. Je veux que vous veniez avec moi récupérer une valise. Rendez-vous compte, on vient juste de lire 2 chapitres sur 5. Et ça fait presque 1 heure qu'on est là. Mais enfin, après presque 1 heure, nous allons enfin découvrir le dernier nouveau personnage, le liseron. Et vu qu'on a eu la mention du frelon, de la baleine et de toutes autres, j'ai absolument aucune idée de qui est le liseron. Donc, découvrons-le. Mais les chapitres du liseron, j'ai remarqué, sont très courts. Hein? Celui-là, il est 3, le prochain aussi. Après ça, le liseron, là, c'est 4. Et je pense que le dernier, ouais, c'est 5. 3, 4, 5. Donc, au total, 9 plus 6, 15 pages en tout dans le livre pour le liseron. C'est très, très peu. Mais bon, enfin, découvrons qui est ce liseron. Donc, liseron 1, enfin. La dernière fois qu'on a un premier chapitre pour un personnage. Le feu est ouvert au grand carrefour de Fujisawa Kongocho. Les voitures défilent
tandis que les gens se pressent sur le trottoir en attendant de pouvoir traverser. Merde. Liseron se tient à 30 mètres de là, devant une librairie, à observer le feu et les passants. Un homme grand et mince, la trentaine, ce n'est pas ça. Un homme corpulent, la vingtaine, pas ça non plus. Une femme, non. Un homme court sur pattes, la vingtaine, non plus. Une femme, non. Un gamin en uniforme scolaire, non. Il attend sa cible. Le signal passe au vert pour les piétons et la foule se met en mouvement, s'éparpillant ensuite dans toutes les directions. Très vite, il se met à clignoter pendant 20 secondes, puis il redevient rouge, et le feu repasse au vert pour les voitures. Le moment propice, l'instant crucial, c'est quand le feu devient orange, juste avant de passer au rouge. C'est à ce moment-là que les véhicules accélèrent, abandonnant toute prudence dans l'espoir de ne pas s'arrêter. Je pense que le pousseur est comme l'un des trois Kamaitachi, ces belettes légendaires aux griffes acérées. Il avait un jour affirmé une femme qui cherchait quelqu'un pour exécuter un contrat. C'est un yokai, si vous voulez faire des recherches. À l'époque, Liseron lui avait fait croire qu'être le mandataire du pousseur pour la rencontrer. Quand on se retrouve avec une coupure au bras ou à la jambe sans comprendre pourquoi, on s'écrie « Je me suis fait mordre par un Kamaitachi !» Alors qu'en réalité, c'était du vent. J'imagine que c'était pareil pour le pousseur. Il suffit qu'un type se fasse renverser par une voiture ou se jette sous un train pour que les gens racontent que c'est la faute du pousseur. À mon avis, c'est une légende. Les gens se trompent souvent à propos des Kamaitachi. Cela dit, les coupeurs, ce n'est pas du vent. C'est ni la réalité. C'est justement accuser le vent, avait rétorqué Liseron. La femme n'avait pas apprécié. Elle aurait mieux fait de rentrer chez elle. Au lieu de ça, elle avait insisté, lui posant toutes sortes de questions sur le pousseur, cherchant à tout prix à en savoir plus. Liseron avait décidé qu'il n'aimait pas ça, ne l'aimait pas et filait. Mais cette sotte s'était entêtée à le suivre, alors au carrefour, il l'avait poussé sous une camionnette, au moment où le feu passait au rouge en pleine nuit. Elle avait percuté de plein fouet. Le seul regard du Liseron, c'était de l'avoir fait pour rien. Un garçon petit, la quarantaine, ce n'est pas ça. Une femme, non. Un homme de forte corpulence, la vingtaine, non plus. Une femme non plus. Une femme, pas non plus. Pas plus. Un homme de forte corpulence, la quarantaine, il vient de passer devant lui. Costume grand rayure, cheveux courts, large d'épaule. Liseron se met à le filer. L'homme se dirige vers le carrefour, rejoint la foule qui attend au garde à vous le signal pour s'avancer sur la chaussée. Le Liseron est pleinement conscient d'être dans le moment présent, pourtant il n'en maîtrise pas pour autant ses gestes. Le feu passe au vert à l'orange, et l'homme vient de placer devant le passage piéton des voitures. Putain, je l'ai trop vite. Le feu passe du vert à l'orange, et l'homme vient de se placer devant le passage piéton. Des voitures arrivent par la droite. Un monospace noir avec à son bord une conductrice aux cheveux courts, un siège d'enfant à l'arrière. Le moment n'est pas idéal. Par coïncidence, la voiture suivante est du même type. Le feu passe au rouge, elle accélère. La main du Liseron effleure le dos de l'homme, un geste léger comme le souffle du vent. Fracas de l'impact, crissement des pneus sur la route, personne n'a encore crié. La stupeur des gens est comparable à une explosion silencieuse et invisible. Liseron est déjà parti. Il revient sur ses pas comme s'il flottait sur un courant. Derrière lui, des cris. « Appelez une ambulance !» Mais son cœur est apaisé. Étale comme la surface impassible d'un lac. Dans ses pensées erre la vague souvenir d'avoir autrefois rempli un contrat à ce même carrefour. Ouais, je vois pas trop le rapport. Non, mais désolé, une chance qu'il y a juste 4 chapitres du Liseron puis qu'il y a juste 15 pages en tout, parce que je comprends pas c'est qui le Liseron, très honnêtement. Si vous avez compris, c'est bien. Et si vous voulez me dire, ça serait bien aussi. Parce que vite de même, je vois pas trop à qui ça pourrait faire référence. Qui sait, peut-être la mort blanche, ou je sais pas, le père. À suivre. Pour l'instant, disons que c'est assez énigmatique. Une chance que c'était pas trop long, sinon je me serais perdu. Bon, revenons à des personnages qu'on connaît. Les personnages qu'on connaît le mieux depuis le début. Puisque le dernier chapitre, c'est les agrumes et coccinelles. Donc, les agrumes 4. Et Mandarine, donne-moi le nom de quelques personnages de Thomas et ses amis. Lance Citron, revenu les mains vides de sa quête de retrouver la valise. Sans juger utile de justifier, il se rassit joyeusement sur le siège côté couloir, après avoir posé cette question idiote. Mandarine tourne la tête vers le corps de Milikichi Junior sur le siège côté fenêtre. Son partenaire paraît si détendu qu'il dirait qu'il refoule la gravité de leur situation.
Pourtant, ils ont un cadavre sur les bras et n'ont toujours pas compris ce qui leur était arrivé. Mais rien n'empêche Citron de reprendre cette conversation absurde. Tu as retrouvé la valise? Lui demande sèchement Mandarine. Allez, lequel tu connais parmi les personnages de Thomas? Lequel est le plus mystérieux d'après toi? Quel rapport avec la valise? Aucun, répond Citron, le menton en avant, passablement énervé. Pourquoi on s'inquiéterait pour ce putain de bagage, en fait? Il ne l'avait pas retrouvé. Depuis 5 ans qu'ils font équipe, Citron est pourtant le partenaire idéal dans leur business de violence grâce à ses capacités physiques. Et puis, ils peuvent s'embarquer dans n'importe quel genre de galère, ils ne paniquent jamais. C'est à se demander s'il n'est pas parfaitement insensible. En revanche, il n'a pas l'œil pour les détails. Il est irresponsable et négligent. Pire, quand il fait une erreur, il n'assume pas une cacahuète et est le premier à se trouver des excuses. Comme maintenant, dans cette situation plus que critique, son attitude consiste à ignorer les faits sur le mode « laisse tomber ». S'il pouvait, il les oublierait. Ce serait toujours à Mandarine de réparer les conneries de Citron qui ne changera jamais de toute façon. « Gordon, dit Mandarine en poussant un soupir. C'est bien un passage de Tom avec ses amis, non? Oh, allez, c'est sur Citron en prenant un air expert. Gordon est l'un des plus connus. Le défi, c'est de nommer un personnage méconnu. Comment ça, le défi? Demande Mandarine en levant les yeux au ciel. Discuter avec son associé est encore plus difficile qu'honorer un contrat. Ok, peu importe, vas-y, donne-moi un indice. Une oreille de Citron se contracte d'excitation et d'orgueil. Eh bien, j'attends une réponse du style Cyrandel, tu vois, anciennement connu sous le nom de Futu Faucon. C'est un des personnages de la série. Ned aurait aussi pourrait faire l'affaire. Il y avait vraiment beaucoup de trains, fait remarquer Mandarine contraint de jouer le jeu. Lui, ce n'est pas un train, c'est un engin de chantier. Lequel? Tu m'as perdu. Le regard de Mandarine survole le cadavre et se fixe sur le paysage. Un gigantesque ensemble résidentiel file à toute allure devant ses yeux. Dit, lance-t-il à son partenaire qui fredonne à présent un petit air guiret tout en feuilletant un magazine. Tu ne veux pas reconnaître ton erreur et je te comprends. Mais ce n'est pas le moment de baisser la garde, ok? Le rejeton de Minegichi a cessé de respirer, son corps refroidi à vue d'œil, et la valise l'a filé sous le nez. On est vraiment naze, genre on nous envoie chez le primeur et on rentre sans légumes. Et en plus, on a perdu le portefeuille. C'est quoi ces explications à mort-moi le nœud? Pour résumer, on est foutu. Oui, je sais, notre situation en 3 mots. Oui, mais on dirait que tu ne t'en rends pas compte. Aussi, me permettais-je de te rappeler qu'on devait se faire de la bile, là, tu comprends? Ou plutôt, toi aussi, tu devrais t'inquiéter parce que moi, je suis déjà inquiet pour nous deux. Alors, je te le demande une fois de plus, on n'a pas retrouvé la valise, hein? Non. Pour raison inconnue, Citron paraît parfaitement fier de lui. Mandarine s'apprête à le sermonner encore lorsque son associé ajoute. Mais ce petit voyou m'a menti. Il m'a envoyé à la chasse au Dahu. Le petit voyou t'a menti? De quoi tu parles? Il m'a dit, l'homme dans la valise que vous cherchez est parti par là. Comme il avait l'air d'un bon garçon, je l'ai cru et je suis allé jusqu'au bout du agaté. Peut-être qu'il ne t'a pas menti, peut-être qu'il a réellement surpris le type. Et toi, tu ne l'as pas trouvé. C'est bizarre. Je ne vois pas comment une valise de cette taille pourrait disparaître. Tu as vérifié dans les toilettes? Pratiquement. Pratiquement? Pratiquement! J'hallucine. Mandarine ne peut s'empêcher d'élever la voix. Citron ne plaisante pas, c'est tout simplement hallucinant. Si tu ne les as pas tous vérifiés, ça ne sert à rien. Oui, mais quand ils sont occupés, je ne peux pas entrer de force, si? Mandarine n'arrive même pas à pousser un soupir de lassitude. Ça ne sert à rien de dire qu'on a inspecté les toilettes si on ne les a pas toutes faites. Bon, j'y vais, ajoute Mandarine, en regardant sa montre. Plus que 5 minutes avant que le train n'entre en gare de Miya. Eh merde, qu'est-ce qu'il y a? On est presque arrivé. L'homme du Minegichi doit déjà nous attendre. Le grand patron de la pègre se méfie de tout le monde, à force de diriger ce type d'organisation. Il sait très bien que dès qu'une opportunité de trahison se présente, les gars sautent dessus. C'est pourquoi, quand ils engagent quelqu'un sur un coup, ils s'assurent toujours de pouvoir garder un œil sur lui afin qu'on ne le poignarde pas dans le dos. Pour ce contrat, bien sûr, il ne craignait que Mandarine et Citron ne partent avec la caisse ou ne kidnappent Junior à leur tour pour obtenir une nouvelle rançon. Croyez-moi, je vais vous surveiller de près tous les deux, leur avait-il annoncé au cours de leur dernière rencontre, leur faisant ainsi comprendre clairement qu'il ne leur faisait pas confiance. Les soupirs feraient le guet dans chaque station du Shinkansen pour s'assurer que tout se déroulait normalement et que Mandarine et Citron ne la lui feraient pas à l'envers, comme Negichi avait tenu ses propos désobligeants
devant eux, ces derniers n'avaient aucunement l'intention de le trahir. Ils comptaient sincèrement faire le travail comme on leur avait ordonné. Cela ne leur avait donc posé aucun problème. Bien entendu, gardez un œil sur nous, avait-il répondu aimablement au Big Boss. Je n'aurais jamais pensé que les choses pourraient se passer comme ça. On n'est jamais à l'abri d'une complication. Il y a même une chanson à ce sujet dans Thomas et ses amis. Il peut y avoir des accidents, mais ne vous prenez pas trop la tête. Tu devrais quand même te la prendre un peu. Mais Citron ne relève pas et se met à chanter joyeusement sans oublier d'apporter ses commentaires personnels. C'est tellement vrai, Thomas et ses amis sont si inspirés. Hé, une minute, dit Citron. Dit Mandarine, et Citron lève enfin les yeux vers lui. Une sbire de Minegichi qui nous attend sur le quai. Tu crois qu'il va monter dans le train? Je me le demande, on n'a pas toutes les informations. Il se peut qu'il reste sur le quai et nous surveille par la vitre, non? Si c'est le cas, dit Citron en se penchant en avant tout, en désignant le cadavre appuyé contre la fenêtre, on lui fera juste avaler qu'il dort. Lui, on salue et on sourit, et le type n'y fera que du feu. Mandarine éprouve une réticence instinctive à l'égard de l'optimisme de Citron, mais imagine déjà que ça pourrait fonctionner. En fait, si l'homme de Minegichi ne monte pas dans le train, ça peut marcher. Je veux dire, reprend-il comme pour lui-même. Si le gamin assis là, il ne pourra pas deviner qu'il est mort, si? Tu n'as peut-être pas tort. Moi, en tout cas, je ne me douterai de rien. Voilà, donc il n'en apercevra pas. Cela dit, si pour une raison X ou Y, il suspecte quelque chose, il peut toujours monter dans le train. Mais on ne s'arrête qu'une minute à Omiya. C'est un peu court pour une inspection approfondie. Mandarine essaie d'imaginer quel genre d'ordre il donnerait s'il était à la place de Minegichi. J'ai parié que le type est censé rentrer sur le quai et nous surveiller par la fenêtre. Et appeler le boss si jamais il voit un truc louche. Patron, on dirait que votre fils a fait la teuf toute la nuit. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Minegichi doutera que son fils soit ivre et se posera des questions. Sans aucun doute. Et il verra toute une troupe nous attendre à l'arrêt suivant, à Sendai. Et là, ils n'auront aucune difficulté à monter dans le train et à nous choper. Par le callback. Non, c'est pas écrit, mais... On a qu'à piquer le téléphone du gars qui est censé lui faire son rapport à Omiya. S'il n'arrive pas à contacter Minegichi n'aura rien à nous reprocher. Tant qu'on ne sait pas qu'il est mort, le gamin est encore vivant. Un gros bonnet comme Minegichi doit pouvoir trouver un moyen de joindre ses hommes autrement que par téléphone. Tu penses à des coursiers? Pour une raison étrange, Citron semble emballé par cette idée et répète plusieurs fois. Oui, il pourra faire appel à des coursiers, c'est sûr. Tu vois ces panneaux d'affichage numérique? Son gars pourrait lui faire dessus un message qui dirait « Votre fils a été tué ». Tu n'es pas sérieux, répond Citron pour pouvoir cligner plusieurs fois des yeux. Je plaisante. Tes blagues sont vraiment nulles, le raille-t-il. Pourtant, il semble séduit par cette nouvelle idée. On devrait essayer ça la prochaine fois qu'on termine un contrat, ou alors utiliser les haut-parleurs d'un stade de baseball pour faire notre rapport au client. La victime n'est plus de ce monde. Le contrat est un succès complet. Je ne vois pas pourquoi on ferait ça. Parce que ce serait marrant, répond Citron en souriant comme un enfant avant de sortir une feuille de sa poche et de commencer à écrire dessus avec un stylo trouvé Dieu ou sait où. Tiens, prends ça, tient-il, en tendant le papier à Mandarine. Il s'agit du ticket de loterie du supermarché. Non, regarde au verso. Mandarine le retourne et il voit le croquis d'un train au visage rond. Difficile de dire si le dessin est bien fait ou bâclé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Arthur! Je t'ai écrit son nom. Un trait timide de couleur bordeaux, très appliqué dans son travail. Il est fier de n'avoir jamais eu un seul accident dans sa carrière. Zéro, nada. Il a fait tout son possible pour que ça continue. Je n'avais pas d'autocollant de lui, alors je l'ai dessiné pour toi. Et pourquoi tu me donnes ça? Il n'a jamais eu d'accident, ça te servira de porte-bonheur. Même un enfant de 3 ans ne donnerait pas foi à un truc aussi minable. Mais Mandarine est trop exaspéré pour débattre, alors il plie le dessin en deux et le fourre dans sa poche. Cela dit, quand on y pense, en fait, Thomas réussit à piéger Arthur pour qu'il y ait un accident. Alors ton peupleur, il sert à quoi? Thomas dit quelque chose de vraiment malin. Quoi? Les records sont faits pour être battus. C'est pas tellement sympa de dire ça à quelqu'un dont tu viens de plier le record. Ton Thomas, c'est vraiment un sale con.
Bien. Finissons cette partie de lecture avec le 4e chapitre de Coccinelle de 148 à 161. Coccinelle 4. Nanao est de retour dans la première rangée de la voiture 4. D'après ce que Maria lui a indiqué, la propriétaire de la valise se trouve dans la 3. Il n'aime pas l'idée d'être si près de lui, mais il a l'impression que de toute façon, n'importe quel endroit du train serait trop proche. Le plus simple est donc sans doute de rester assis à sa place. Citron et Mandarine, ce sont eux qui recherchent la valise. Il lui semble que son siège s'enfonce dans le sol et que le plafond s'effondre au-dessus de sa tête. Ces deux individus sont des brutes impitoyables, violentes et dans leur idée et leur méthode. Leurs propos de l'intermédiaire corpulent ne quittent pas ses pensées. Il a envisagé de rapprocher la valise, par exemple pour la planquer derrière le panneau de la poubelle situé entre la voiture 3 et 4, mais il a renoncé de peur de se faire repérer. Il semble préférable de la laisser là où elle est. Ça va aller, tout va bien se passer. C'est ce qu'il ne cesse de se répéter. Plus d'imprévus. Mais son double intérieur n'en paraît pas si sûr. Quoi que tu fasses, les rebondissements sont inévitables. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça n'a pas été comme ça toute ta vie depuis le jour où tu t'es fait kidnapper au retour de l'école primaire? Les chariots de rafraîchissement passent à côté de lui et il fait un signe de la vendeuse. Je voudrais un jus d'orange. On a un retour de stock, désolé. Nanao reste impassible et se retient de lui dire qu'il aurait dû s'en douter. C'est typique de sa malchance minable. Chaque fois qu'il veut jeter des chaussures, il n'y a jamais sa taille dans la couleur qu'il a choisie. Quand il fait la queue pour payer, la file d'à côté est systématiquement plus rapide. Lorsqu'il laisse gentiment une personne âgée le précéder dans un ascenseur, c'est lui qui fait sonner l'alarme de surcharge. Cela fait partie de sa routine quotidienne. Il commande donc un club soda et paye. Tu es toujours tellement nerveux, tellement paranoïaque qu'on dirait que tu te portes la poisse à toi-même, lui a dit Maria un jour. Tu devrais apprendre à te détendre. Quand tu te sens sur le point de paniquer, serre-toi une tisane, respire profondément et mets-toi à la calligraphie. Fais un truc qui te calme. Je ne suis pas nerveux de nature, ni prisonnier de ma propre tête, ni quoi que ce soit. C'est dû à mon expérience. J'ai toujours eu de la poisse. Il ouvre son club soda et en prend une gorgée. Le picotement se propage dans sa bouche, le faisant déglutir trop rapidement et propulsant le liquide dans le mauvais trou. J'ai caché la valise. On sera bientôt à Omiya. Si je reste calme, ce sera vite fait et tout se passera comme prévu. Si ce n'est que je serai descendu à Omiya au lieu de Ueno. Je retrouverai Maria et je me plaindrai que le travail se soit avéré plus compliqué que prévu et ce sera tout. Il devient plus anxieux à mesure qu'il tente de se rassurer. Inclinant son siège pour essayer de se détendre, il respire, ouvre la main gauche et s'exerce à y tracer des caractères chinois, mais il est chatouilleux et contre toute attente, sa main gauche se dérobe à la droite par réflexe. Sa canette de club soda tombe par terre et roule avec un joyeux fracas jusqu'à l'extrémité du wagon, propulsé par le mouvement du train. Nanao se lève d'un bond et se lance à sa poursuite. Il n'est pas optimiste pour avoir pu espérer qu'elle s'arrête d'un coup, mais même lui est surpris de voir avec quelle rapidité elle dérape de gauche à droite. Il s'agite en tous sens, se penche pour l'attraper, s'excuse auprès des autres passagers et donne l'impression de faire un numéro de clown. La canette finit par ralentir et Nanao plonge dans le sol pour la saisir, pose un soupir et s'apprête à se relever quand il ressent dans les côtes une douleur si aiguë qu'il ne peut retentir un gémissement. N'ayant rien vu d'étrange, il suppose aussitôt qu'un individu, probablement le propriétaire de la valise, l'a pris pour cible et une sueur froide ruisselle le long de sa colonne vertébrale. C'est alors que la voix d'une vieille femme lui parvint dans un murmure. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé! » Il comprend alors qu'il ne va pas succomber aux mains d'un assassin. C'est juste une petite mamie qui l'a frappé du bout de sa canne au moment où elle se levait par accident. Elle a dû toucher un point particulièrement sensible car la douleur était étonnamment vive. « Excusez-moi, dit-elle en faisant un effort considérable pour se hisser dans l'allée, sans se prêter la moindre attention à Nanao, si ce n'est pour s'assurer qu'il a compris qu'elle voulait passer. Si je pouvais simplement me faufiler devant vous. » Elle s'éloigne en clopinant. À bout de souffle, Nanao se relève en prenant appui sur un siège tout en se massant les côtes. La douleur est si intense qu'il se tortille inconfortablement, incapable de poursuivre son chemin. Il remarque alors un homme assis sur un siège derrière celui auquel il s'est agrippé. Du même âge que lui, peut-être un peu plus âgé, s'est vêtu d'un costume de salaryman. Nanao l'imagine doué pour les chiffres, il doit bosser dans la comptabilité ou la finance, un truc du genre. « Vous vous sentez bien ?» demande l'homme avec inquiétude.
Ça va aller, me répond Nanao, en tentant de se redresser pour lui, pour en lui donner la preuve, mais il ressent soudain comme un coup de poignard au côté et s'effondre sur le siège près de l'homme. Ça fait un peu mal, on dirait. J'ai une petite collision avec une vieille dame. J'essaie de récupérer la canette. C'est vraiment pas de chance. Oh, vous savez, j'ai toujours de la poisse. Vraiment? Nanao jette un coup d'œil au livre que l'homme tient dans les mains. Sans doute un guide de voyage, vu les nombreuses photos d'hôtels et de plats qu'ils contiennent. La douleur commence à s'estomper et avant de se lever et de prendre congé, Nanao éprouve soudain le besoin de s'épancher. Quand j'étais en C1, j'ai été kidnappé. Son interlocuteur hausse les sourcils en signe de surprise face à cette révélation subite, puis il sourit légèrement. Votre famille était-elle fortunée? J'aimerais bien, répond Nanao en secouant la tête. Malheureusement, nous étions très loin d'être riches. Les seuls vêtements qu'achetaient mes parents étaient mes uniformes scolaires et j'étais terriblement jaloux des jouets de mes camarades. À vrai dire, j'étais tellement frustré que je me rongeais les ongles. Il y avait dans ma classe un enfant qui vivait d'une façon diamétralement opposée à la mienne. Il possédait tous les jouets que je convoitais, de l'argent de poche en quantité illimitée, des tonnes de mangas et de figurines. Il y avait ce qu'on appelle le cul bordé de nouilles. Mon copain Vénor, un jour, il m'a dit, puisque ta famille est pauvre, le seul moyen de t'en sortir, c'est de devenir une star du foot ou un criminel. Ah, je vois, murmure l'homme qui paraît compartir sincèrement. Il y a certainement des enfants pour qui c'est vrai. J'étais l'un d'eux. Entre le joueur de foot professionnel et criminel, le choix semble un peu extrême. Mais j'étais un gamin obéissant et je pensais que mon ami était intelligent. Alors j'ai fait les deux. Les deux? Vous voulez dire le foot et... C'est un homme en haussant à nouveau les sourcils. Oui, le crime. Pour un premier méfait, j'ai volé un ballon de foot. Je pratiquais le football et le vol à longueur de journée. Et je suis devenu plutôt bon. Cela a fini par façonner le cours de ma vie et c'est pourquoi, d'une certaine manière, j'ai une dette envers ce copain Vénor. Nanao s'étonne de s'ouvrir ainsi à un étranger, alors qu'il est plutôt du genre taciturne, mais il sent que cet homme à l'apparence aimable et nonchalante, quelque chose comme une propension d'écoute. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, mon kidnapping. Je vais vraiment lui raconter ça. Votre camarade chanceux était un candidat bien plus plausible pour un enlèvement. Exactement! C'est Claude Nanao. Et justement, c'est ça. Ils m'ont enlevé par accident. Ils m'ont pris pour lui. Je veux dire, les ravisseurs. Ils étaient sur le chemin de la maison et j'avais perdu la pierre, papier, ciseaux. Alors j'ai dû lui porter son cartable. Les siens n'étaient pas comme les autres. Une sacoche, vous voyez? Une sacoche particulière? Oui, plus ou moins. Faite sur mesure pour les gens qui peuvent se le permettre. Comme c'est moi qui la portais, c'est moi qu'ils ont emmené, Claude Nanao. Quel bordel! Je n'arrêtais pas de leur dire que je n'étais pas le gosse de riche qu'ils imaginaient et qu'ils s'étaient plantés de gamin, mais ils ne voulaient pas me croire. Finalement, vous avez été délivré. Disons plutôt que je suis parvenu à m'échapper par mes propres moyens. Les kidnappeurs ont exigé le paiement d'une rançon auprès des parents du copain Vénor, mais en toute logique, ceux-ci ne les ont pas pris au sérieux puisque leur fils est en sécurité chez eux. Les ravisseurs furieux ont commencé à me maltraiter, alors que je leur rabâchais que je n'étais pas l'enfant qu'ils recherchaient. Alors ils ont fini par m'écouter et appeler mes parents, se disant sans doute que mieux valait obtenir une petite somme que rien du tout. Mon père leur a fourni un argument imparable. Lequel? Personne ne peut donner ce qu'il ne possède pas. Et ça a passablement énervé les ravisseurs, et ils l'ont traité de père indigne, mais moi j'avais compris. Mon père désirait sans doute sauver son fils, mais n'avait pas l'argent pour le faire. Il était totalement impuissant. J'avais compris que je devrais donc me débrouiller seul, et je me suis échappé. Les compartiments de sa mémoire s'ouvrent et se referment les uns après les autres. Les scènes du passé ont beau être poussiéreuses, elles gardent en elles une formidable vivacité, comme si l'enfance de Nanao était à portée de main. L'insouciance des kidnappeurs, l'énergie et la détermination de sa jeunesse, l'abaissement opportun du bras d'un passage à niveau et l'arrivée inopinée d'un bus au bon moment. Il se rappelle son immense soulagement lorsqu'un bus a démarré, associé à la crainte de ne pas avoir d'argent pour payer son trajet. Mais il a réussi, il s'est échappé seul, lui, un simple petit écolier de C1. D'autres souvenirs remontent à la surface, et le temps de penser que certains feraient mieux de rester enfouis, il est déjà trop tard. Une porte qui aurait dû rester fermée s'est ouverte, avec derrière elle un garçon implorant son aide. « Ça ne va pas? » s'inquiète l'homme en costume, détectant un changement d'humeur chez Nanao. « Juste un traumatisme, » répond Nanao, reprenant le mot avec lequel Maria l'a taquiné. Un autre garçon avait été enlevé en même temps que moi. Qui? Je ne l'ai jamais su. C'est la vérité. On se trouvait dans une sorte d'entrepôt pour enfants kidnappés.
Le garçon inconnu aux cheveux coupés ras avait compris que Nanao allait s'échapper seul. « Aide-moi » Mais Nanao ne l'a pas fait. Vous pensez qu'il vous ralentirait? Je ne me rappelle pas pourquoi j'ai refusé. C'était peut-être juste une réaction instinctive. Je ne pense même pas y avoir réfléchi. Que lui est-il arrivé? Aucune idée, répond Nanao avec toute honnêteté. Mais il est devenu mon traumatisme personnel. Je n'ai pas vraiment envie d'y penser. D'ailleurs, je me demande pourquoi je repense à lui. Songe-t-il en fermant l'armoire à souvenirs. S'il le pouvait, il la fermerait à clé. Et les kidnappeurs? Ils n'ont jamais été arrêtés. Mon père n'a même pas porté plainte. Il pensait que ça apporterait plus d'ennuis qu'autre chose, et moi je ne m'en souciais pas particulièrement. J'étais simplement fier d'avoir réussi à m'échapper. C'est comme ça que j'ai appris que je pouvais faire des choses par moi-même. Mais je me demande ce qui m'a appris de vous raconter cette histoire. S'étant ainsi épanché devant un inconnu, lui semble étrange, un robot bavard dont on aurait déclenché la fonction parler. Après ce kidnapping, ma vie n'a été qu'une succession de mésaventures. Quand j'ai passé mon examen d'entrée au lycée, j'ai échoué alors que j'avais étudié avec beaucoup d'applications, à cause du gamin assis à côté de moi qui n'arrêtait pas d'éternuer. Vous empêchez de vous concentrer? Non, à un moment, il éternue si fort qu'une énorme quantité de morve a atterri sur ma feuille. J'ai paniqué et essayé de l'essuyer. Ça a salopé toutes les réponses que j'avais eu tant de peine à remplir. Même mon nom était illisible. La famille de Nanao n'avait pas les moyens de lui payer sa scolarité, il devait donc obtenir un score suffisant pour intégrer une école publique, mais le rhume d'un autre enfant avait réduit ses chances à néant. Comme on dit tantôt, des fois des petits trucs qui gâchent tout. Ses parents n'étaient pas du genre émotif, ils n'étaient pas montrés particulièrement fâchés ou désemparés. Ce n'est vraiment pas de bol. Il suffit que je décide de laver ma voiture pour qu'il se mette à pleuvoir, sauf si je le fais dans l'espoir de voir tomber la pluie. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi de Murphy, non, il me parlait à la télé. C'est l'histoire de ma vie. Oh, c'est vrai, la loi de Murphy. Je me souviens quand le livre est paru. C'est pas Eddie Murphy, hein, en passant. C'est la loi de Murphy, c'est... La pire chose qui peut arriver arrivera obligatoirement. Si vous me voyez dans une file d'attente, prenez celle d'à côté parce que la mienne sera inévitablement la plus lente. J'essaierai de m'en souvenir. Le téléphone de Nanao vibre. C'est Maria. Il éprouve alors un sentiment mêlé de soulagement et d'irritation à l'idée d'interrompre cette conversation. Je me suis remis du coup et que j'ai pris dans les côtes. Merci d'avoir écouté. J'ai rien fait de spécial, répond poliment l'homme avec une expression égale, sans paraître pourtant tout à fait détendu, comme si son circuit émotionnel avait été débranché. Tu as un sacré talent pour inciter à la confiance, répond Nanao, décidant spontanément de passer au tutoiement. On te l'a déjà dit? Mais l'homme semble penser qu'il s'agit d'un reproche. Mais je n'ai rien fait. C'est un peu comme les prêtres qui obtiennent une confession par leur simple présence. Ça me fait penser à une sorte de confessionnal sur pattes, ou de prêtre ambulant. La plupart des curés se déplacent à pied. Moi, je suis un simple prof de classe préparatoire. Ces mots poursuivent Nanao, tandis qu'il s'éloigne vers la passerelle. On a mis du temps à répondre à Maria dans le téléphone. J'étais aux toilettes. Eh bien, tu t'amuses comme un fou. Avec ta chance coutumière, les toilettes n'avaient pas de papier, ou bien tu t'es pissé dessus. Les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Nanao entend ce qu'il pense être la respiration agacée de Maria, mais ça pourrait aussi bien être le bruit du Shinkansen. Debout au-dessus de l'attelage qui relie les voitures, et les plaques superposées lui paraissaient se mouvoir comme les articulations d'une créature vivante. Tu n'as pas l'air de te faire trop de mourons. Le Shinkansen est presque arrivé à Omiya. Assure-toi de bien descendre cette fois. Qu'est-ce que tu as fait du corps du grand méchant loup? Ne parle pas de ce type. Ses jambes oscillent avec les mouvements du train, mais il parvient à garder son équilibre. De toute façon, même si on découvrait son cadavre, je ne vois pas comment on pourrait faire le lien entre sa mort et toi. Exactement, pense Nanao. Personne ne sait grand-chose sur le loup, y compris son vrai nom. La police aurait du mal à l'identifier. Alors quoi, tu veux simplement t'assurer que je descends bien au Mia, c'est ça? J'ai pigé, t'inquiète. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je voulais juste te mettre un peu la pression au cas où. La pression? Je viens de parler à notre client. Je lui ai dit que mon champion avait bien la valise en main, mais qu'il n'avait pas pu débarquer à Ueno. Ça ne semble pas être un problème majeur que tu descendes à Omiya, mais je pensais qu'il fallait prévenir. Business is business. C'est la moindre des choses. Il s'est mis en colère. Il est devenu blanc comme un linge. Enfin, je ne voyais pas son visage, mais j'ai senti qu'il pâlissait. Pourquoi? De nouveau, Nanao a un mauvais pressentiment. La prémonition de sa mission dépasse le cadre d'un simple contrat. Notre client reçoit des ordres d'un autre client, c'est-à-dire que nous sommes des sous-traitants. C'est assez commun. En effet, ça arrive, mais le client principal est un certain Minegichi, basé à Morioka. Minegichi, les agrumes, Nanao, déjà il y a un lien.
On sait qu'il y a un lien entre le prince et Kimura, maintenant on sait qu'il y a un lien entre Coccinelle et les agrumes. Le train se balance de droite à gauche et perdant pied, Nanao se contraint de se raccrocher à une poignée pour ne pas tomber. Tu disais quoi? Je n'ai pas entendu. À peine a-t-il posé la question que le Shinkansen pénètre dans un tunnel. La vue s'obscurcit. Un brouhaha l'enveloppe, grave et sonore comme le grognement d'une bête féroce. Quand il était petit, Nanao avait peur chaque fois qu'un train entrait dans un tunnel. Il avait l'impression qu'un monstre géant reniflait dans le noir, approchant son visage des vitres pour choisir parmi les passagers les meilleurs morceaux. Il sentait son regard malveillant se tourner vers lui. Il cherchait les enfants méchants, mûrs pour la cueillette. Alors Nanao se recroquevillait et tentait de rester parfaitement immobile. Il réalise à présent qu'il s'agissait sans doute d'une peur résiduelle après son kidnapping manqué. À l'époque, il était persuadé que si un passager malchanceux devait être capturé, ça tomberait sur lui. Minegichi, tu as entendu parler de lui? Tu dois au moins connaître son nom. D'abord, Nanao ne comprend pas ce que Maria lui dit. Puis il a soudain un déclic et son estomac se serre. Minegichi. Tu veux dire le fameux Minegichi. Je ne sais pas ce que tu veux dire par fameux. Celui qui aurait tranché le bras d'une fille pour un petit retard. 5 minutes. 5 toutes petites minutes de retard. C'est l'un de ces personnages qui apparaissait toujours dans les histoires terrifiantes à destination des apprentis criminels. J'ai entendu des rumeurs et ne supporterai pas les gens qui ne font pas leur travail correctement. Au moment où il prononce ces mots, Nanao ressent une bouffée d'angoisse qui, avec les balancements du train, manque de le faire tomber à la renverse. Tu vois? Demande Maria. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le pétrin. On n'a pas fait notre travail correctement. C'est un cauchemar. Tu es certaine que Minegichi est le client principal? Pas à 100%, non, mais c'est ce que je crois. Si c'est seulement une impression, c'est que nous n'en sommes pas absolument sûrs. C'est vrai, mais notre client semble terrifié, comme s'il s'inquiétait de ce que Minegichi pourrait lui faire. Je lui ai dit que ce qui était fait, que si tu descendais à Omiya, ce ne serait pas un gros problème et qu'il devait garder la tête haute. Tu crois que Minegichi est au courant de ce qui s'est passé? Que je ne sois pas descendu à Ueno et que je n'ai pas fait le travail correctement? Je me le demande. Mais sans doute que tout dépend de la façon dont notre client gérera ça. Soit il aura trop peur de faire ce rapport, soit il courra se confesser par peur de ce qui lui arrivera s'il n'échoue pas. S'il n'avoue pas. Et personne ne t'a appelé pour préciser à quel endroit se trouvait la valise? Nanao vient de se rappeler ce détail. Juste avant le départ du Shinkansen à Tokyo, Maria avait été informée que la valise se trouvait dans la zone de rangement entre les voitures 3 et 4. Donc la personne qui t'a communiqué cette information se trouve peut-être encore à bord. C'est possible. Et alors cette personne est de mon côté, dans le camp des voleurs de valises, non? Nanao trouve l'idée d'avoir un allié dans le train particulièrement encourageante. Si j'étais toi, je ne compterais pas trop là-dessus. La mission de ce type consistait seulement à m'appeler pour confirmer l'emplacement du bagage. Il est probablement descendu à Ueno. Nanao doit admettre que ça tient la route. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu commences à te sentir un peu nerveux? Du genre, je vais avoir des ennuis et je ne fais pas mon boulot dans les règles de l'or? J'ai toujours eu l'intention de faire mon boulot dans les règles de l'or, rétorque Nanao, en secouant vigoureusement la tête. Je ne connais personne qui se donne autant de mal que moi pour faire des choses correctement. Enfin, ça dépend de ta définition du bien de faire les choses, mais je n'ai jamais eu la tête dans les nuages. Je me suis toujours montré courageux. Je ne me suis jamais plaint de la pauvreté de mes parents. Je n'ai jamais cédé au désespoir. Un jour, j'ai volé un ballon de foot et je me suis entraîné à jongler avec. Je ne serais pas surpris d'apprendre que certaines personnes m'admirent pour mon professionnalisme. C'est vrai, tu t'appliques, mais là, tu n'as pas de chance. Je m'inquiète donc de la suite. Tout va s'arranger, répond-il. Moins à l'intention de Maria qu'à la sienne, comme pour ordonner à son destin de rester dans les clous. J'ai planqué la valise, on est presque arrivé à Omiya. Quand je descendrai, le travail sera terminé et Minegichi n'aura aucun motif de se mettre en rogne. J'espère que tu as raison, même si depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, j'ai appris une leçon importante. La vie est un parcours semé d'embûches. Un contrat qui semble ne pas pouvoir foirer peut se solder par un échec inattendu. Pardon. Et même si parfois les affaires ne tournent pas mal, un événement terrible peut toujours survenir. Chaque fois que tu sors en mission, je découvre une nouvelle illustration du mot échec. Pourtant, tu t'obstines à répéter chaque fois que le contrat est simple. C'est toujours le cas. Si les problèmes te suivent à la trace, j'en suis pas responsable. Je
te rêvais bien taper sur un pont en pierre pour en tester la solidité afin de le traverser, déranger une abeille qui se reposait par là et qui te piquerait. Et c'est comme ça que tu finirais par tomber dans la rivière, la tête la première. Ça se passe toujours comme ça avec toi. Je ferais que tu n'as jamais joué au golf, pas vrai? Non. Ne t'y mets surtout pas. Tu mettrais la balle dans le trou, mais au moment de tendre la main pour la récupérer et jouer mon point suivant, tu te ferais mordre par un rat. N'importe quoi. Pourquoi un rat vivrait dans un trou de golf? Parce que tu y joues, je t'assure. Tu as le génie pour trouver le moyen de faire tout foirer. Déniche-moi un boulot consistant justement à gâcher le travail. Ça se passerait probablement bien, plaisante Nanao. Mais Maria ne rit pas. Certainement pas, parce que dans ce cas, tu ne s'apprendrais rien. La loi de Murphy est du Murphy. Il faut que j'aille voir la valise. Lance alors Nanao avec l'angoisse en regardant vers l'avant du train. Bonne idée. Avec toi dans l'histoire, la probabilité que la valise disparaisse semble réelle. Tu me fous les boules. Arrête, s'il te plaît. Fais gaffe. Si tu t'en vas vérifier que la valise est toujours à sa place, tu risques de tout faire foirer. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire à la fin? Nano a envie de hurler, mais il doit admettre que Maria n'a pas tort. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de choses dans ces 59 pages. Hein. Je m'en vais bien heureux. Et sachez que dès demain, on continue ça avec 5 autres chapitres. Et ça va être de 162 à 206. La vidéo va être un peu plus courte parce que là, on frôle presque les 1h40. L'autre, je dirais peut-être plus 1h25. Mais tout de même, donc ça va être Le Prince 3, Les Agrumes 5, Coccinelle 5, Kimura 5 et Les Agrumes 6. Et sachez que demain, c'est juste pour votre information, ça n'a rien d'important. Il y a beaucoup de vidéos depuis le début de ma chaîne qui ont été faites au cégep et ça fait un bout que j'en ai pas fait et c'est normal parce que j'ai jamais le temps d'en faire là-bas. Mais demain, je vais avoir 4 heures de pause. Donc demain, je vais faire ma lecture dehors au cégep et ça va être la dernière vidéo de ma chaîne à vie dans ce cégep-là. Voilà, ça change peut-être rien, mais voilà, c'est juste pour vous informer. Toutes les autres vidéos après ça, de lecture en tout cas, ils vont être faits ici parce que c'est l'endroit le plus approprié pour que je vous lise ce livre légendaire. C'est bon? Eh bien, vu qu'on se voit demain, à demain!